Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour ce 5e épisode de l'Instant Sportif, votre rendez-vous hebdomadaire qui va parler de toutes les disciplines sportives possibles et imaginables. Thierry Simard, toujours en compagnie de mon co-animateur Pierre-Olivier Deschênes. P.O., comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ouais, ça va quand même bien aussi. Oui, bon, ça va bien, on va arrêter de niaiser. Donc, cette semaine, un épisode un petit peu particulier. On va totalement skipper le dernier bloc de jeu. Et également, on va comme laisser une place. On va pas faire nos blocs personnels. Donc, PO, tu vas faire une petite pause à ton preview dans la LNH. Ouais. Parce que cette semaine, c'est le preview de la NFL. Donc, on a invité, PO, tu as invité deux de tes collègues à nous parler de la NFL, à faire un preview de la saison, de toutes les équipes, de toutes les divisions. Ça va être en deuxième partie d'émission. Puis en première partie, on va faire un bloc d'actualité, puis on va vraiment se concentrer sur les gros sujets en tant que tel avant de passer au bloc, au bloc NFL, pardon. Donc ça va être un schéma un petit peu particulier, puis dès la semaine prochaine, on va revenir à un schéma un peu plus traditionnel pour le 6e épisode. Donc on va commencer tout de suite. C'était le retour tout d'abord de la Formule 1 après une pause estivale de 3 semaines pour le Grand Prix des Pays-Bas. Mais juste avant de parler du Grand Prix, il faut parler de l'autre grosse nouvelle en F1. C'est le dévoilement du line-up de l'écurie Cadillac l'année prochaine. On rappelle Cadillac qui va arriver comme 11e écurie. 11 écuries en F1, ça s'est pas vu depuis 2016, donc ça fait très longtemps. Puis ils ont annoncé, puis autant c'est un line-up qu'on s'attendait, c'est un line-up qui est très bon sur papier, autant c'est pas un line-up qui est très wow. En gros, ils ont annoncé que ça allait être Valtteri Bottas et Sergio Perez, donc pilotes pour l'année prochaine. Deux pilotes qui ont terminé, qui étaient là l'année passée, qui n'ont pas fini sur une très bonne note les deux. Donc, toi, PO, qu'est-ce que tu en penses de ce line-up-là? Ben, j'ai l'impression que ça va être un line-up qui peut bien fonctionner. Comme on le sait, c'est deux pilotes qui ont été numéro 2 dans des bonnes écuries dans leur carrière et qui fonctionnaient bien comme deuxième pilote. C'était des joueurs qui étaient prêts à prendre les directives de l'écurie, qui se sacrifiaient pour leurs coéquipiers. Donc, genre, il n'y aura pas de joueurs, de pilotes qui vont être désagréables, qui vont être mauvais pour l'équipe. Donc, pour ça, c'est bien pour commencer. Ils ont pris deux vétérans, donc pour développer une écurie qui va être nouvelle, je trouve que c'est bien. Et on dit que ça n'a pas bien terminé pour les deux, mais pour Perez, on réalise Ouais. que finalement, c'était pas si pire que ça parce que les deux qui l'ont suivi, Lawson et Tsunoda, c'est encore pire avec la Red Bull. Donc finalement, Perez, les résultats qu'il faisait, c'était quand même très bien comparativement aux autres. Depuis plusieurs années, c'est lui qui a fait le mieux avec la Red Bull. On le sait, à un moment, la Red Bull était dominante, mais quand même, était-tu tant dominante que ça? Parce qu'à part Ouais. Max, personne n'a vraiment réussi à être hyper dominant. Donc je trouve Perez très bon choix. Puis Bottas, justement, si Perez, parce que j'ai l'impression que au stade de leur carrière, c'est lui qui est plus un numéro 1 entre les deux. Bottas, je pense qu'il peut très bien être un numéro 2 comme on le sait avec Lewis. Ouais. Il est dans les débats pour être un des meilleurs deuxièmes pilotes de tous les temps. Un très bon Ouais. coéquipier. Donc pour commencer une franchise, je pense que c'est mieux que genre avoir pris des risques avec deux jeunes qui pourraient être catastrophiques. Ben, tu sais, moi, j'aurais peut-être plus aimé qu'ils mettent un vieux expérimenté puis un jeune. Mais en même temps, on sait que c'est vraiment une nouvelle écurie. Donc, deux vieux, c'est pas nécessairement une mauvaise idée non plus. Ça a été déjà vu en tant que tel. Je me souviens, là, j'ai remonté loin, là, mais en 2010, quand il y avait eu 3 nouvelles écuries qui n'ont pas fait long feu, on s'en rappelle, là, HRT, Caterham puis Marussia, ça n'avait pas fait long feu. Mais par exemple, Caterham, ben, c'était Team Lotus en 2010. Il avait pris Kovalainen et Trulli, deux pilotes qui avaient énormément d'expérience. Avec Marussia, qui c'était Virgin Racing à l'époque, tu avais Timo Glock qui avait quand même d'expérience. Pour pour HRT, c'était plus compliqué. C'était deux jeunes pilotes, puis anyway, cette équipe-là était vraiment pas bonne. Mais en tant que tel, puis tu sais, comme Haas est arrivé, c'était Gutiérrez Grosjean. C'était quand même un line-up avec d'expérience. Puis après Gutiérrez, c'était Magnussen Grosjean. C'est qu'en tant que tel, là, Perez Bottas, ça peut être un très bon line-up. J'avoue, j'aurais adoré, parce que je fais partie des grands défenseurs de Mick Schumacher, j'aurais adoré qu'il ait une nouvelle chance. Surtout qu'il est très fort avec Alpine en endurance cette année. Mais peut-être que Mick, en tout cas, peut-être qu'il va falloir que j'accepte à un moment donné que c'est qui est peut-être plus fort dans d'autres disciplines. Même si je vais continuer à défendre le fait que s'il n'était pas performant chez Haas, c'est que la voiture ne l'était pas, que Haas était pourri en pit stop et que Gunther Steiner est probablement un des pires team principals de l'histoire de la F1. Donc, en tout cas, je vais continuer à défendre sur Mick. Mais sinon, bon line-up en perspective, ça va être intéressant à voir. Il va rester d'autres sièges à combler, notamment chez Alpine, chez Red Bull, chez Racing Bulls, chez, Mercedes aussi. chez Mercedes aussi. Ben, Même si techniquement. ça va Justement, probablement être Mercedes. le même duo, là. Ouais, mais Mercedes, il faut en parler parce que Russell, il est supposé être signé depuis un méchant bout, puis il n'a pas signé. Puis il a l'air d'être un peu tanné là, de ça là, en tant que tel. Mais Puis en ce que plus, je sais pas ce qu'ils font parce que dans tous les pilotes pas signés, c'est le meilleur et de loin, là. ouais, ouais. Mais ce que j'ai entendu dire, Russell, c'est que lui, Russell voudrait un 2 ans, puis que Toto Wolff, il voudrait un 1 an plus une année possible,
selon si Verstappen devient disponible. Parce qu'on sait que Toto Wolff veut Verstappen. Non? Je pense que ça me Parce semble que évident. Là. je pense que Russell, il a pas le goût non plus d'être un remplaçant à si Verstappen est là, Ouais. là. En même temps, c'est pas le fun, là. Genre, t'es là, on te veut, mais juste si l'autre est pas là. T'es supposé croire en moi, là. Je suis ton pilote numéro un. Je fais des très bons résultats avec l'auto que tu me donnes. Je trouve ça étrange. Puis en même temps, je me dis, si je suis Russell, si je signe pas avec Mercedes, est-ce que j'ai le goût d'aller avec Red Bull, que ça a pas l'air d'être beau? Horner est plus là, Newey est plus là, est-ce que ça va être bon pour 2026? Est-ce qu'ils vont trouver du monde Ouais. à temps? Est-ce que l'auto va être respectable? Est-ce qu'elle a trop été construite pour Verstappen? Si Verstappen s'en vient, il reste quelle place? Parce que McLaren c'est plein, Ferrari c'est plein, Aston Martin c'est plein. Euh... Ouais. À moins que Aston Martin et Stroll s'en aille. Là, Ouais, mais puis... ça m'étonnerait, là. Mais moi j'ai surtout l'impression que Stroll il est là parce que son père veut qu'il soit là. Parce que sincèrement, Stroll, il a pas l'air de donner l'impression qu'il a envie d'être là. Mais Non, on sincèrement. voit Là. quand même qu'il a le talent, parce qu'il y a des... Ouais. Quand il veut, genre, on le voit, il y a quelque chose, mais c'est vrai qu'il n'y a pas toujours l'impression de vouloir être là, mais genre, à part Mercedes, Russell, il pourrait aller où? Ah, il n'y a rien d'intéressant là. Alpine. Non, Excusez, Alpine, Alpine, je touche personne pas à va ça, ça. là. Ouais, c'est ça. Eh mon Dieu, personne. Oh mon Dieu, Alpine. Je ne veux même pas en parler. Mais en tout cas, ben, c'est ça. Donc, on va continuer à suivre ça pour le mercato en F1 en tant que tel. Donc, signature les deux pilotes Cadillac l'année prochaine. Bon, finalement, on va parler du Grand Prix. C'est le Grand Prix des Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort. Avant-dernier Grand Prix à Zandvoort, d'ailleurs. Parce qu'à partir de 2026, ils ont décidé de ne pas renouveler le contrat. Parce que la F1, ça coûte trop cher. Et c'est vrai. On va pas les contredire là-dessus. Donc, il y a eu sans aucune surprise, un doublé McLaren en qualif. Surtout cette fin de semaine, ça me semblait que la domination McLaren était un autre niveau de dominance. C'était quand même. Il n'y avait pas de suspense. Même Max, même il était chez eux, il n'y avait pas de. On se disait pas que Max pouvait causer la surprise et aller chercher la pole. Ça allait jouer entre les deux McLaren. Puis là, il y a un truc qui est intéressant, c'est que Norris était devant pendant tous les essais libres, puis Piastri a fait le tour le plus rapide au bon moment, c'est-à-dire en Q3. Puis s'il a décroché la pole, de pas gros. Mais pareil, ça reste que Piastri, il faut qu'il montre que dans les moments importants, il va être là. Mais en même temps, les qualifs sont un peu mal finis parce que personne n'a pu améliorer à la toute fin. Les conditions avaient comme trop Ouais. de vent, donc c'était compliqué. Mm. À part le deuxième secteur où tout le monde faisait quand même des bons temps, le premier puis le troisième, c'était très difficile. Pas mal de monde avait des secteurs jaunes. Donc Piastri a fait le bon temps au bon moment parce que personne n'a amélioré. Donc pour Norris, ça doit être quand même frustrant. Mais finalement, deuxième, ça aurait été pas mal moins frustrant que le résultat final. Mais ça reste que là, Piastri a montré qu'au moment important, en retour de vacances, il a fait la pole pour la qualif. Ouais. Puis sinon, en qualif, l'autre moment important, marquant, c'était la 4e place d'Isaac Hadjar, qui est absolument incroyable. Hadjar, on l'avait dit un peu lors de la première émission, ce qu'on faisait la tier list. Il était comme dans une espèce de passe qui n'avait pas marqué de points depuis un bout. Mais là, il s'est qualifié 4e, puis la course, on a-tu besoin d'en parler, qui est resté 4e tout le long, puis qu'il a profité d'un événement malheureux pour le pilote impliqué, mais en tout cas, pour aller chercher son premier podium, puis ça, c'est très impressionnant. Pour un podium aussi jeune à sa première saison. Avec une C'est voiture moyenne, là, en plus. Ouais, moyenne en tant que telle. Mais Isaac Hadjar, c'est le premier junior Red Bull à avoir un podium dans sa saison recrue. En tant que tel, première saison au complet. Parce que Vettel, sa première saison complète, oui, il a gagné une course, mais il a comme fait la moitié de la saison avant. Fait que en tant que tel, c'était ça qui était à noter. Sinon, les Ferrari étaient nulle part en qualification. C'est limite un miracle de voir Lewis en Q3. C'est que j'ai. Ah, ça aussi, c'est facile d'être fan de Ferrari, surtout après la course qu'on a vue. Également, qu'est-ce que je peux parler? En qualif, Antonelli gratte encore la Q3. Pour elle, c'est rendu une habitude aussi. Puis finalement, Tsunoda a fait la Q2. Finalement, c'était pas le pire de ses résultats pour le week-end. Ouais, effectivement. Antonelli. Puis sinon, pour la course en tant que telle, on va le dire. Moi, j'aurais vraiment apprécié que ça se passe d'une autre façon, sincèrement. Mais on a probablement, avec l'événement qui s'est passé en fin de course, on a eu un tournant pour le championnat. À part s'il y a une bris mécanique du côté de Piastri, la façon qu'il est hyper constant. Parce que même quand ils ont un mauvais week-end, ils finissent top 3 les deux. Donc 35 points qu'ils ont de différence à peu près. Ouais, dans ce coin-là. 34 je pense, ouais. Ça va être dur de remonter. Il reste 9 courses. 9, 18, 27, 36, c'est comme 4 points de plus à chaque course. Donc faudrait qu'il fasse 2 premières places sur 3 à toutes les courses. Ça va être dur, ça va être très dur. Puis même là, je pense que ça va être tough.
Mais c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas impossible, là, surtout avec le système, le barème de points actuel. Là. Si on était en 2008 et qu'il y avait 35 points d'écart, ça serait plié depuis un bout. Je pense même que le championnat serait fini. Mais sincèrement, là, ben, tu sais, si Norris est capable de revenir là-dedans, ça va montrer qu'il est capable, qu'il a le mental pour. Mais s'il est pas capable, ça l'a trop affecté. Ben, c'est sûr que ça doit l'affecter, là. C'est 25 points gratuits comme ça d'avance à donner Ouais. en retour des vacances. Puis en plus, McLaren a un prix mécanique, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Là. Cette année, il n'avait pas. L'année passée, il n'avait Ouais. pas vraiment non plus. Donc, ça fait très mal. Verstappen, même avec sa voiture très compliquée, réussit à faire une deuxième place. Comme tu as dit, Adjar, très bon résultat. Et Russell, Troisième. encore une fois, Russell ne fait pas grand chose. Top 4, on le dit, la constance. Pas de bruit Mm. mécanique, il fait pas d'erreur, réussit à être quatrième. Sorti un peu de nulle part. Les trois prochaines positions, pour moi, c'est comme surprenant. Ouais. Albon, Bierman, Albon. Stroll. Surtout Stroll puis Bierman qui avaient commencé comme les deux derniers, puis ils ont réussi à faire Ouais. des très bons résultats. Donc, pour vrai, plusieurs surprises, que ce soit positif pour certaines personnes et négatif pour d'autres, comme on a dit, les trois abandons et Kimi avec sa grosse erreur avec Leclerc. Oui. Déjà, je peux te dire un truc. Juste une erreur comme ça, puis là, je suis désolé, là, c'est mon côté fanboy qui va ressortir. Mais juste pour ça, ce gars-là mérite pas de se faire appeler Kibi. Excusez. Pour moi, avant qu'il prouve qu'il est vraiment meilleur que Raikkonen, je vais continuer à l'appeler Andrea Kibi. Je refuse de l'appeler Kibi, simplement. Mais c'est mental. des erreurs comme ça qui montrent, c'est pas un manque de talent, c'est vraiment un manque d'expérience, peut-être trop jeune. Manque d'expérience. Trop jeune. Peut-être qu'il aurait dû faire une autre année en F2, mais Mercedes voulait absolument pas le perdre. Mais j'ai Mais l'impression ça peut se comprendre aussi, là. mais Mais, j'ai l'impression que ça fait plusieurs erreurs qu'il fait, des erreurs que tu vois que c'est vraiment l'âge, là, que c'est mais, pas genre. mais Parce qu'on voit qu'il a le talent, il est capable de faire des bons résultats, il est capable de faire des. Il a fait un podium et tout, mais une erreur comme ça, c'est juste inacceptable. Puis, tu sais, sincèrement, parce que, tu sais, c'est la deuxième cette année, grosse erreur avec l'Autriche quand il a sorti Max, là, que c'était un. J'ai jamais vu ça, un move aussi dégueulasse de toute ma vie qu'en Autriche. Puis encore là, ce qu'il a fait sur Leclerc, c'était dégueu aussi, là. Mais tu sais, Max, là, au début, quand il a commencé hyper jeune, même plus jeune, Max. Il a commencé à 17 ans, on rappelle. Il a fait des moves dégueux, là. Je laissais Max quand il sortait Ferrari en 2016, là. Il faisait des défenses dégueu sur Vettel, Raikkonen, puis tout. Mais il a jamais fait de move aussi dégueu que ça, là. J'en me souviens pas. Tu sais, oui, il était trop agressif. Il poussait un char, il pétait un sidepod, il pétait l'aileron. Mais c'était pas aussi dégueu qu'un dive bomb dans un endroit qui a pas de place, là. Genre, sincèrement, je me souviens pas que Max ait fait des gaffes de même, là. En tout cas, peut-être ma mémoire me fait défaut, là, mais Antonelli, c'est quand même. Tu sais, c'est des grosses gaffes, là. Tu sais, c'est des moves que tu vois pas, là. Tu sais, genre, c'est des erreurs à la Latifi ou à la Mazepin, là, genre, sincèrement. Mais il y a le talent en plus, mais. Que, ouais, je suis peut-être très violent sur Antonelli, là, mais sincèrement, c'est dégueu, là. C'est des moves que t'es pas supposé voir ça, là. Genre, oui, c'est un manque d'expérience, mais. Mais ça aide énormément son écurie pour le championnat. Parce que Russell, Ouais, comme on l'a non. dit, il fait une quatrième position, 12 points, puis les deux Ferrari, ils DNF, donc Ouais, pas de points pour eux. abandon. Ouais. Lewis, je veux même pas parler de son crash, là. C'est vraiment une erreur de pilotage, pas stupide, mais. Ben, quasiment, là. Une erreur qu'on voit rarement avec Lewis, là. Puis Leclerc, ben. Leclerc, est-ce qu'on dit que c'est comme genre c'est une accumulation de circonstances que Ferrari aura pas dû le faire pit, puis là, après il y a pit, le temps qu'il réchauffe ses pneus, Antonelli a fait son move kamikaze, il a pas pu continuer plus tard. En même temps, Leclerc, il a fait ce qu'il a pu, mais il restait pas rien dans la job. La Ferrari, cette fin de semaine, c'était. En tout cas, je ne vais pas en parler. Mais ouais, c'est ça. Gros week-end compliqué. Espérons que c'est un sacrifice pour faire un doublé en Italie. Je suis très fort sur l'opium depuis hier après-midi. Genre, je me dis, ça va être un doublé en Italie. C'est que là, présentement, je suis sur le respirateur Mais artificiel c'est sur parce que l'opium. tu sais que les McLaren vont pas disparaître. Non, je sais bien, mais. Genre, les McLaren vont pas tout d'un coup devenir nuls, là. Non, je sais bien, mais écoute, moi, live up dans ma chambre, j'ai une perfusion avec mon masque à oxygène avec l'opium, ok? Là, je suis comme, on va y croire, là. Je vais y croire en tant que tel. Sinon, ben, troisième abandon Norris, ça fait mal pour le championnat, comme on l'a dit. Surtout qu'il restait genre 10-15 tours, là. Puis sinon, ben, tu sais, il perdait 7 points.
Puis il en perdait pas. 25. Il était pas comme 8, là. Il était 2, là. Puis on dit ça, il était quand même, oui, ok, il rattrapait pas, mais il était à 1,5 secondes. Une erreur de Piastri ou n'importe quoi, c'était encore possible avec toutes les zones de DRS. C'était peu probable de qu'est-ce qu'on voyait de la course, mais on sait jamais. Puis là, ben, 25 points, ça fait très très mal. Mais sinon, en tout cas, moi, j'étais juste content de voir. Oui, ça faisait mal pour Norris, mais juste voir Adjar 3e, c'était quand même un beau moment aussi. J'étais très content pour lui, là, en tant que tel. Puis on fait souvent la comparaison. Il a commencé, il se met dans le mur, tour de formation, première course, puis là, podium. Mais en tant que tel, ce gars-là avait du potentiel. C'est pas ça. C'est pas tant surprenant, mais vraiment très content de voir. Mais là, j'espère qu'il va pas avoir le sort de se faire mettre deuxième pilote l'année prochaine ou cette année avec la Red Bull. Parce que si la Red Bull reste comme elle est, c'est inconduisible pour n'importe qui sauf Max. Donc j'espère qu'il va rester avec RB ou qu'en 2026, la nouvelle voiture va être plus facile à conduire pour un deuxième pilote. Là. Surtout un jeune. Là. Mais sincèrement, là, je pense Red Bull pour que soit il faut que la voiture soit plus rapide, soit c'est encore la même shit que juste Verstappen qui peut. Il faut un pilote d'expérience. Hein. Parce que oui, Perez était loin, mais il faisait quand même. Il faisait 8e. C'est pas si pire, contrairement à ce que Tsunoda qui n'a pas marqué de points, puis Imola, puis Lawson ont fait. Là. C'est pas si pire compte tenu des circonstances. Il faut vraiment espérer que la Red Bull soit meilleure. Là. Ouais. En tout cas, plus facile à conduire. Donc sinon, qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochaines courses en F1? Ben là, le prochain Grand Prix, c'est cette fin de semaine. C'est en Italie, un circuit de vitesse de pointe. Mais en disant, on sait que c'est pas le circuit de virage lent. Donc, il faut s'attendre à voir McLaren encore là. Est-ce qu'il va être aussi dominant? Je pense pas. L'Opium, on rappelle. Mais on rappelle l'Opium. Ils vont être quand même les favoris. Ils vont quand même être les favoris. Par contre, ben tiens, techniquement, il n'y a plus vraiment de débat de c'est qui le meilleur moteur sur la grille. On n'est plus en 2015, parce que c'était Mercedes, c'était même pas proche. Là. Sincèrement, je m'attends à voir. Là, je sais qu'il va être sur l'Opium, mais je m'attends quand même à voir Ferrari au moins dans le coup pour jouer le podium. Là, au moins. Là. Ben, ils sont souvent très bons en Italie. Ouais, ils sont tout le temps. Dernière fois qu'ils n'ont pas été performants en Italie, Ferrari, c'était en 2021 quand il y avait leur moteur dégueu, là, puis 2020. D'habitude, c'est souvent. Dernière course à régulière qui font pas podium, Ferrari en Italie, c'est 2014, puis leur moteur était dégueu. Donc, si leur moteur est minimalement bon, ils font au moins un podium. Puis l'année passée, on se souvient, Leclerc avait gagné sur un coup de main stratégique, on va le dire bien franchement. Là. Il avait pris le pari de juste arrêter une fois contre un deux McLaren. Donc, on va voir cette année. Mais ils peuvent au moins être dans le coup. Ben, au moins Leclerc, Lewis. J'ai plus d'espoir pour Lewis cette année, là, mais. Même lui a plus l'air d'avoir d'espoir avec lui-même. Là. Ça commence à être quand même triste pour plusieurs le GOAT de le voir comme ça. Là. Ben écoute, je suis content que Bourbon a fini 6. Au moins on sait ça va être qui le remplaçant. Ben il est quand même là pour 3 ans. Là. À moins qu'ils disent qu'il prend sa retraite, là, mais ça m'étonnerait parce que. Non. Parce qu'il n'a pas signé avec Mercedes justement parce qu'il offrait pas 3 ans, donc ça m'étonnerait qu'il. Mais surtout, il n'a pas signé Ferrari 1 an ou 2 ans à faire un petit tour de c'est Ferrari qui prend sa retraite. Là. Il veut quand même gagner, c'est Lewis, là, mais. Ben je pense qu'il va voir avec 2026. Ça peut tout. Ça peut redonner un souffle à n'importe qui si la voiture, parce que tout redevient à zéro, comme on pourrait dire. Là. Même encore là, 2026, je suis pas confiant, désolé. Là. Déjà, je m'attends à voir McLaren encore fort, puis je m'attends à Mercedes qui soit fort encore. Mais je sais pas si McLaren pourrait être encore fort, parce que peut-être qu'ils se sont beaucoup concentrés sur la voiture des dernières années pour gagner maintenant. Que mais ça fait un bout qu'ils ont arrêté d'update, hein. Ça fait un bout qu'ils apportent plus de mise à jour dans la voiture. Bon ben, c'est ciao, ouais. C'est ciao, on rentre dans l'Oscar Piastri era. Non, mais il y a peut-être Aston Martin avec New Way, on sait jamais. J'espère pour Aston Martin. Sincèrement, j'espère déjà pour Alonso, parce qu'il mérite une bonne voiture dans sa vie, ce gars-là. C'est bien le fun de se battre pour le titre avec des Ferrari qui seraient pas mieux de faire un 8e. Là, mais peut-être que Stroll avec une voiture dominante, peut-être que là, son intérêt va revenir. Peut-être que. On sait jamais. On va voir. Excuse-moi, c'est tout fait. Mais on espère pour Stroll. Mais sinon, ben écoute, Max, Russell, Leclerc, écoute, on sait pas si Leclerc il finit par enfin perdre patience avec Ferrari. Mais écoute, il aime tellement cette équipe-là, sincèrement. Là. Genre, si Leclerc reste fidèle à Ferrari, que Ferrari sont pas capables de remettre ça, dans quelques années, on va dire Leclerc, meilleur pilote de tous les temps qui a jamais été champion. Triste à dire, mais ça va être le cas. Mais en tout cas, mais sinon, il y a qui dans la discussion pour. Ben, Sterling Moss, Gilles Villeneuve, puis j'en oublie certains, là. Barrichello,
sincèrement, Barrichello, si Michael n'avait pas été là, avec la Ferrari qu'il avait, il aurait été champion certain, moins de fois ou deux. Là. Massa Donc, aussi n'a pas été si mauvais, passé à genre une course. Massa, il a choke. Là. Massa, il a choke, mais je suis d'accord, Massa. Mais tu sais, je le mettrais bien en dessous de Sterling Moss. Là. Ou Ronnie Peterson est là-dedans. Je sais pas, il y aurait qui d'autre. Il y a Jackie X est là-dedans aussi. Je parle des vieux pilotes, là, mais ouais, en tout cas. Bon, là, Bottas. on s'écarte un peu. Là. Ouais, on s'écarte. Donc, prochain Grand Prix, Italie. Après, ça va être Bakou, Singapour. On va faire 2 Grands Prix en Asie. Puis après, on va retourner en Amérique du Nord pour la tournée de fin de saison. Puis 2 courses au Moyen-Orient. Donc, justement, fin de semaine prochaine, Grand Prix d'Italie à Monza, derrière Grand Prix en Europe. Donc, ça va être à suivre. Sinon, prochain bloc, on va faire un petit bilan rapide de la première semaine de la Vuelta. 9 étapes. Je dirais pas que le parcours de la Vuelta cette année était bâtard, mais il y a comme des étapes de plaine, c'est des étapes d'échappée. Comme littéralement la 9e puis la 10e, c'est 2 étapes de plat puis une montée première catégorie à la fin. Il y a un contre-la-montre par équipe à travers ça. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'à moins d'une disaster class de la Visma, je ne vois pas comment Vingegaard ne peut pas gagner à Vuelta. Genre, sincèrement, là. Là, la dernière étape, c'était sur une montée de. Tu sais, la dernière montée, la 9e étape, n'était pas incroyable. C'était pas une grosse montée. Genre, les 3 derniers kilomètres, c'est des pourcentages à 3% d'inclinaison. C'est rien, c'est le limite du plat. Là. Puis il a gagné avec. Il a été dominant. Ils l'ont lancé vite. Puis après, il est parti tout seul. Il n'a jamais été rattrapé. Ce qui m'a surpris en tant que tel, au niveau de la dernière étape de montagne, c'est le niveau de Tom Pidcock. Ça, ce gars-là, il était chez Ineos dans les dernières années. On se disait, il va jouer le général à m'amener. Il avait gagné une étape sur l'Alpe d'Huez sur le Tour en 2022, vraiment impressionnant. Mais on dirait qu'il n'était pas capable de s'épanouir avec Ineos, puis il était très moyen. C'est que là, il a quitté pour la Q36.5, qui est une équipe un petit peu plus basse. Puis ça a été le seul à suivre Almeida après. C'était littéralement un des meilleurs. J'étais comme, what? Sincèrement, je ne m'attendais pas à le voir à ce niveau-là. Puis il a suivi Almeida, parce que après, quand Vingegaard est parti toute seule, tu as commis un contre. T'as Almeida qui est parti, il y avait Gall puis Pidcock, puis Gall a décroché, puis Pidcock était le seul à suivre Almeida. Oui, après, il faisait son rat à suivre dans la roue, mais c'est parce qu'il ne pouvait pas aller plus vite. Là. C'est comme, on l'a vu dans la dernière montée, c'est Ciccone qui a essayé de suivre Vingegaard. Il a essayé de suivre à son rythme, il a été capable, littéralement, 1 minute. Puis après, il a explosé, puis il a droppé. Genre, littéralement, c'était ça, Ciccone. Donc, sinon, pour ce qui est des autres coureurs au général, 2 qui ont perdu du temps, c'est David Gaudu, il m'a déçu parce qu'il y a eu un gros début de Vuelta. Il a fini 3e sa 2e étape. Il a gagné la 3e étape, ou la 4e, je ne me souviens plus trop. Il est allé, non, la 3e. Il est allé chercher le maillot rouge une journée. Donc, tu sais, il y a eu un gros niveau, David Gaudu, mais après première étape de montagne, il a perdu. Genre, la 2e étape de montagne, il a perdu 14 minutes. Comme Tiberi, c'était comme, c'était comme vraiment surprenant. Là. Ben O'Connor, un peu décevant aussi, mais en même temps, il y a le tour dans les pattes, ça peut être ça peut être logique en même temps. Sinon, si je regarde, il y a. Ben, lui qui a le maillot rouge présentement, c'est pas un gars qui est supposé être là. C'est Torsten Train, c'est un Norvégien, que lui, en gros, il l'a eu parce qu'il était en échappée, puis il était pas loin au général. Donc là, il l'a encore pour 37 secondes. Il l'aura pas très très longtemps. Là. Il va l'avoir peut-être 2-3 étapes, mais il n'y a pas un niveau pour le général. Sinon, c'est Pidcock 4e. Ben, en gros, c'est Torsten Train devant Vingegaard Almeida. Almeida, je m'attendais à voir là, même s'il va falloir voir parce qu'il n'y a pas une grosse préparation. Donc, ça va être à voir sur les 3 semaines. Pidcock 4e, gros niveau. Félix Gall 5e, même avec le tour dans les pattes, gros niveau pour Félix Gall. Ciccone 6e, il a un peu craqué sa dernière étape de montagne. On va voir ce qu'il s'est peut donner, mais il a quand même un gros niveau. Fortunato, encore là, il est là parce qu'il a fait de l'échappée. Jorgensen, Hindley, Pellizzari, ça c'est en tant que tel, Jorgensen, il peut jouer un top 10 au général, c'est un lieutenant de Vingegaard. Ce qui me déçoit un peu à voir son début de Vuelta, c'est mon chouchou, c'est Egan Bernal. Sa dernière étape, elle a été compliquée. Il n'a pas été capable de suivre, il a été droppé vite. Puis il a fini avec comme le groupe de favoris rejet à la fin, mais il a perdu comme pas loin de 2 minutes, alors que tout le monde est en 20 secondes. Donc, tu sais, un peu décevant pour Bernal. Sinon, il y a Ben O'Connor perdu du temps également. Michael Landa n'était pas supposé jouer le général. Sinon, ben, tu sais, je parle de David Gaudu et Tiberi. Fait que là, 2e semaine, ce qui attend, c'est surtout l'étape du vendredi. En gros, je vais rechecker mes notes, ce ne sera pas même long. Mais l'étape du vendredi, c'est une étape de 202 km, donc extrêmement long. Ça se termine avec la montée de l'Angliru. L'Angliru, c'est une montée mythique dans l'histoire de la Vuelta. En gros, c'est combien? C'est 12,4 km d'ascension. Donc, c'est quand même un bon pourcentage. C'est une bonne montée. Avec une moyenne d'inclinaison de 10%. Donc, c'est extrêmement long.
c'est extrêmement pentu. Puis il y a des rampes qui peuvent aller jusqu'à 20-24% d'inclinaison. C'est n'importe quoi, là. Genre, sincèrement. Ça va être un peu l'étape reine de la Vuelta. Je travaille cette journée-là. Je suis pas en dépression de manquer ça. Mais sinon, il va y avoir, juste avant, il va y avoir d'autres étapes de montagne. Ça va être des étapes d'échappée. Genre, sincèrement, ça va être comme. Ça va être des étapes d'échappée. Il va y avoir des étapes de général avec des arrivées en montée. On va voir ce que ça donne. Il y a encore des points d'or. Pitka, qui n'a jamais joué gros sur un général sur 3 semaines. Ce qui peut rester là, Félix Gall, il va avoir le tour dans les pattes. Est-ce que ça va jouer? Almeida, il n'y a pas une grosse préparation. Est-ce que ça va jouer? C'est pour ça que je m'attends à voir quand même Ciccone encore dans le coup. Après, Jorgensen aussi. J'espère sincèrement qu'il va se reprendre. Mais tu sais, il n'est pas catastrophique non plus. Ça va être à voir. En tout cas, ça va être intéressant. Mais juste pour conclure rapidement, Vingegaard, s'il ne gagne pas à Volta, il y a un méchant problème. Genre, s'il gagne pas, c'est un gros choke, là. Littéralement. Tu sais, en 2023, quand il a fini deuxième, on peut donner ça sur le fait qu'ils ont laissé gagner Sepkos. Puis Sepkos le méritait. Là. Il avait fait les 3 grands tours cette année-là. Il avait été lieutenant sur la victoire de Roglic sur le Giro, la victoire de Vingegaard sur le Tour. Il avait comme un peu laissé gagner le Vuelta, parce qu'il n'y a pas tant de niveau de base. Mais sinon, là, Vingegaard, s'il n'a pas un problème. Là. Il est littéralement tout seul. Là. Même Almeida, en plus, il y a son équipe qui ne veut pas l'aider. T'as Marc Soler qui va jouer des secondes de bonif. Ce gars-là, il va faire maximum 15e. Puis t'as Juan Ayuso qui, on sait, veut quitter l'équipe. Ce gars-là, c'est le plus gros gars qui joue juste pour sa gueule. Là, genre, littéralement. Là. OK, juste pour te dire, rapidement. Là. Première étape de montagne, il se fait lâcher dans la montée, au début de la montée. Le gars était 2e au général à ce moment-là. Il se fait lâcher. Il perd 7 minutes volontairement. Là, tu te dis, OK, il a peut-être pas des bonnes jambes. Le lendemain, il fait l'échappée. Il gagne easy clap. Genre littéralement. Là. Il lâche tout le monde. Il gagne facilement en haut de la montée. Les autres étapes d'après-montagne, il perd 20 minutes de même. Il décide volontairement de perdre du temps. Le gars, ce gars-là, avec les jambes qu'il a, il pourrait aider Almeida, là, mais il joue juste pour sa gueule. Genre littéralement. Là. Je comprends pourquoi beaucoup de gens le détestent. Puis je l'aime pas non plus. Puis justement, c'est annoncé aujourd'hui qu'il quitte la UAE en fin d'année. Grosse surprise. Donc, c'est ça. Almeida, on dirait que son équipe, quand Pogacar n'est pas là, ils veulent pas l'aider. Là. Genre Soler qui va jouer des secondes de bonif pour rien. Puis Ayuso, là. Il n'y a pas de soutien à Almeida, en tout cas. C'est que ça va être à surveiller, mais Vingegaard fait le gros favori encore. Ok, attends. Quelque chose dans mon œil, je sais pas pourquoi. J'ai été trop long. Hein. C'est le bloc d'actualité qui va durer 40 minutes. Là. Le bon épisode qui va durer 2 heures, putain. Ah, mes cheveux, c'est terrible. Okay. C'est qu'on fait US Open rapidement, puis après on va enregistrer à côté la conclusion. Là. C'est good? C'est bon. Okay. C'est que je vais faire la conclusion. Comme ça, on passe au US Open direct. Donc maintenant, on va passer à notre dernier gros sujet du bloc d'actualité, c'est le US Open, donc le dernier grand chelem de la saison au tennis. On se souvient, il y a 2 semaines, il y a Jérémy qui était venu faire un preview. Là, pour l'instant, au moment où on enregistre le lundi 1er septembre, on est demain, ça va être les quarts de finale qui vont commencer du côté masculin, du côté féminin. Si on fait un petit récapitulatif du tournoi, déjà du côté canadien en tant que tel, il faut parler. Déjà, du côté féminin, tu as Mboko. On se souvient, Mboko, elle a gagné l'Omnium Banque Nationale. C'était très impressionnant. Elle avait raté Cincinnati volontairement pour soigner sa blessure. Puis son tournoi n'a pas été long. Elle s'est fait sortir premier tour. Donc, elle a de la façon qu'elle a joué, de la façon qu'elle a joué, on dirait vraiment que sa blessure n'était pas réglée. C'était vraiment difficile. Dès le début, ça a été compliqué. J'espère que c'est sa blessure qui est encore là parce que pour elle, le match était vraiment très difficile à regarder du côté d'Mboko. Effectivement. Donc, sinon, du côté de Fernandez, ça s'est rendu jusqu'au 3e tour. Ouais, ça avait quand même bien commencé, mais après ça, le pogné Sabalenka. Quand même une joueuse quand même dure à battre, disons, la numéro 1 mondiale, c'est pas très facile. Donc, elle a baissé pavillon, mais on peut dire que du côté du double, ça va très bien avec Venus Williams. Ils ont gagné plusieurs matchs, ils ont encore gagné son match aujourd'hui. Donc, en plus, elle joue avec son idole, puis ça a l'air de très bien fonctionner leur duo. J'ai vu une partie de quelques matchs, puis pour vrai, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Donc, espérons qu'elle puisse se rendre loin en double avec Venus.
Ouais, effectivement, donc au moins ça va bien de ce côté-là. Mais ouais, pour ce qui est du match contre Sabalenka, ça s'est fini en deux. Pardon, il faut que je retrouve les stats. Ça s'est fini 6-3, 7-6. Donc ça a été compliqué en tant que tel, mais Sabalenka c'est la première mondiale, donc on va pas s'en surprendre. Sinon, il faut parler d'un truc. La joueuse qui a battu Mboko au premier tour, c'est la Tchèque. Excusez, il faut que je retrouve son nom. C'est Barbora Krejcikova. Elle, il faut en parler parce que hier, son match de huitième de finale contre Taylor Townsend, c'était n'importe quoi. Townsend a gagné le premier set 6-1. Facilement. Donc, c'est une domination. Là. Krejcikova, après le deuxième set, là, c'est vraiment incroyable. Townsend, elle a eu un total de 8 balles de match dans le deuxième set. Le bris d'égalité, le bris de 7 s'est joué en tout pas loin d'une trentaine de points. Il a duré plus de 20 minutes. Mais Krejcikova a réussi à remonter. Elle a gagné 7-6 le deuxième set en gagnant le bris d'égalité 15-13. C'est pour vous dire comment c'était n'importe quoi. Puis le troisième set, Krejcikova a gagné 6-3. Donc, Towns a littéralement choke. Elle a gagné le premier set 6-1. Elle a eu 8 balles de match, mais elle a perdu le match pareil. C'est quand même incroyable de se dire ça. Donc, vraiment un choke en tant que tel. Probablement qu'elle il y a eu comme une. Ça lui a fait mal, là, le fait de perdre autant d'un coup, là, en tant que tel. Son match a été très difficile à remporter, mais comparé à Sabalenka et Pegula, ils ont facilement remporté leur match, eux, de huitième de finale. 6-1, Ouais. 6-4 pour Sabalenka, 6-1, 6-2 pour Pegula. Donc, comparé à Krejcikova, que ça a été très compliqué, peut-être que ça va donner plus de momentum aux deux autres. Et sinon, aujourd'hui, côté féminin, une grosse défaite, la troisième au monde, Coco Gauff, mais elle a perdu contre Naomi Osaka. Puis j'ai l'impression que Naomi Ouais. Osaka est vraiment de retour. Comme on a pu voir à Toronto, elle s'est rendue, c'était à Montréal, je veux dire, elle s'est rendue en Ouais. finale. Et là, elle sera encore un très bon résultat contre la troisième mondiale. Elle a gagné 6-3, 6-2, c'est quand même assez facile. La numéro 2 mondiale qui a aussi remporté son match facilement 6-3, 6-1, Zwiatek. Ouais. Donc, les filles qui se rendent plus loin de la facilité en ce moment. Il y a un match, il y a Anisimova qui a remporté le Ouais. premier match facilement 6-0. 6-0. Donc, pour vrai, il y a plusieurs filles qui sont craquées pour les quarts de finale, qui ont gagné beaucoup facilement. J'ai l'impression que ça va être des gros matchs. J'ai vraiment de la misère à dire qui pourrait se rendre plus loin parce que Osaka est de retour, Sabalenka joue très bien, Zwiatek depuis plusieurs tournois elle joue vraiment très très bien, Anisimova si elle a réussi à gagner facilement 6-0 puis un autre peut-être 6-2, 6-3, puis même Pegula qui est quatrième tête de série 6-1, 6-2, ça va être dur à prédire qui va se rendre plus loin dans le tournoi. Là. J'ai de la misère à dire qui va être la grande gagnante. J'aimerais ça voir un Zwiatek contre une Sabalenka en finale, ça pourrait être très intéressant, Ouais. mais pour vrai, du côté féminin c'est très très fort le niveau qu'on reçoit. Là. Donc, si juste rapidement, si je passe sur les affrontements en tant que tel, c'est Pegula contre Krejcikova. Donc là, Krejcikova va encore avoir une grosse adversaire. Si elle réussit à la battre en tant que tel, ça peut être impressionnant. Là, Krejcikova, par contre, il faut en parler que c'est la deuxième fois de suite qu'elle revient parce qu'elle a joué contre Navarro le match d'avant, au troisième tour, puis elle perdait, puis elle a réussi à remonter, puis à gagner. Donc, elle a au moins la force de se rendre loin, de pousser ses adversaires au bout. Là, contre Pegula, ça va peut-être être compliqué. Sinon, ça va être Mukova contre Mais, Osaka. attends, juste pour revenir sur Krejcikova, faut pas oublier que c'est une ancienne gagnante de Grand Chelem, donc elle a le talent. Elle est peut-être pas une tête de série présentement, mais c'est quand même très bonne joueuse. Là. C'est juste que ça a été plus compliqué dans les derniers temps, mais c'est pas c'est assez comme à gagner. Sinon, en tant que tel, Swiatek qui va probablement jouer contre Anisimova. Si tout se Probablement. passe bien pour Anisimova. Là, pour l'instant, c'est 1-1 dans le deuxième set. Sinon, ça va être Sabalenka contre Vondrousova, qui a gagné contre Rybakina. Donc, Rybakina qui a été sorti quand même un peu surprenant parce que c'était quand même la septième tête de série. Puis sinon, ben, c'est ça. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Ça, c'est les 4 quarts de finale sont demain. Pegula Krejcikova, c'est à 11h30. Sabalenka Vondrousova à 19h. Les deux autres, l'horaire n'a pas été déterminé encore. Sinon, si on part du côté masculin, en tant que tel, pour ce qui est des Canadiens, il faut parler. Ben, il y avait deux gros noms en tant que tel. Ben, Diallo, son tournoi n'a pas été Diallo, très pour long. vrai, ça a été vraiment décevant parce que le gros nom de son côté, c'était Draper. Mais il a dû, à partir du tournoi, il a abandonné avant son match de deuxième tour ou de troisième tour, quelque chose comme ça. Il a dû abandonner. Donc ça, c'est vraiment frustrant parce que son tableau, vraiment, il s'ouvrait. Donc, mais il a perdu vraiment un match que moi, je pensais qu'il allait pouvoir gagner contre... juste me souvenir de son nom. C'est Manu qu'on prononce. Attends, je vais juste aller vérifier. Mais lui, il a déjà été éliminé après, donc ça montre à quel point c'était pas. Ouais.
le plus gros adversaire. C'est ça, c'est Munard qui a gagné après ça son match de troisième tour face à un autre joueur qui était non tête de série, Bergs. Donc vraiment le tableau de Diallo pourrait s'ouvrir. C'était lui qu'on pensait qu'elle allait le plus avoir de chance. Parce que comme là, on le sait, les autres affronteraient Zverev puis Sinner. Donc on s'est dit, hey, son tableau il s'ouvre. Peut-être qu'il va se rendre plus loin. Mais là, il a perdu parce que là, Mounard il a perdu contre Musetti. Musetti, c'est un bon joueur, mais c'est 10e tête de série. C'est un tableau quand même plausible pour Diallo, mais il a perdu un match qu'il aurait peut-être dû gagner, surtout que là, Mounard s'est fait détruire aujourd'hui contre Musetti 6-3, 6-0, 6-1. Donc vraiment très décevant. Sinon, si les deux autres Canadiens, il y a Shapovalov et Félix Auger-Aliassime. Shapovalov, comme on l'a dit, en troisième tour, il a affronté Yannick Sinner, le numéro 1 mondial. Il avait très bien commencé, il a remporté la première manche. Vraiment, ça allait super bien. Il a perdu la deuxième manche. Pour ça, troisième manche, il était à balle de prix pour faire 4-0. Il l'a pas eu. Après ça, il a perdu 6-3. Puis à partir de là, ça a été la débandade totale. Ça allait vraiment pas bien. Il se fâchait. Il s'est même fâché avec ses coachs. Ses balles, il faisait plein d'erreurs qu'on le voyait pas faire en début de match. Puis ça, pour Shapovalov, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Qu'il joue bien. Puis qu'après ça, il est pas capable de finir le match. Puis dès que ça va pas bien, il perd patience. Il se fâche. Il est pas capable de revenir dans son match. Puis c'est quand même frustrant parce que pour vrai. Oui, Chapeau jouait vraiment bien, mais c'était pas non plus le meilleur match de Sinner. Donc, Shapovalov, il avait une chance. Il y avait une chance. Puis, pour parler justement du fait qu'il se fâche souvent, là, on sait que Shapovalov, en tout cas quand j'écoutais le match, il parlait qu'il changeait beaucoup de coach. Puis ce que François-Étienne Corbin disait, je le cite à RDS, il disait des fois il faut se dire peut-être les changements de coach, peut-être les coachs qui commencent à perdre patience lui aussi. Là. Ça se pourrait, donc... comme là, il y a deux coups de suite où il a genre fait des fautes directes. Puis aussi, il se force au coach. C'est pas le coach qui vient de frapper à la balle, là. Genre. Le coach a dit quoi de prendre l'autre raquette pis il fallait pas que tu changes de raquette, genre je comprends pas pourquoi il se fâche chez coach. Surtout qu'au début du match ça allait super bien, ça veut dire que qu'est-ce que les coachs leur avaient dit en début de match ça allait bien. Donc je trouve ça un peu décevant, surtout que c'est pas la première fois. Mais sinon, on a une bonne surprise. Ben c'est une surprise en tant que telle, parce qu'il est pas classé top 5, mais Félix Auger-Aliassime il se rend encore loin. Il est toujours pas éliminé, il va se rendre jusqu'en quart de finale minimum. Grosse surprise en battant Zverev. Zverev qui avait dit genre 2 jours avant, je suis là pour causer une surprise, de faire le trouble fête, en parlant de pas laisser Sinner puis Alcaraz se rendre en finale. Puis il est même pas capable de battre Félix Auger-Aliassime. Ça me ramène encore la défaite de Medvedev au premier tour. Puis ça me rappelle qu'il y a quelques années, Tsitsipas avait dit je crois vraiment que moi, Medvedev puis Zverev, on peut devenir le prochain Big Three. Puis Zverev, c'est déjà mieux que les deux autres, mais il se rend jamais en finale, il gagne jamais les gros tournois. Puis les deux autres en Grand Chelem, ça fait vraiment pitié. Là. Donc, c'est pas ce qu'on s'attendait de ces trois-là. Là, c'est vraiment le fun par Félix, parce qu'après ça, aujourd'hui, il a très bien fait. Il a remporté 7-5, 6-3, 6-4 contre Roublev. C'est la première fois, ou la deuxième fois, quelque chose comme ça, qu'il battait Roublev. Ça faisait plusieurs fois qu'il perdait contre lui. Ça a été très très bien. On a parlé du côté féminin, qui a eu des victoires faciles. Mais du côté masculin, on a parlé de Musetti qui a gagné. On a parlé de Musetti qui a gagné 6-3, 6-0, 6-1. Ben, Sinner a fait encore mieux, 6-1, 6-1, 6-1. Vraiment, vraiment facile. Alex de Minor a fait ça aussi aujourd'hui facilement. 6-3, 6-2, 6-1. Donc vraiment, ces gars-là vont être en confiance. Et si on regarde les matchs d'hier, Fritz a gagné en 3-7 lui aussi, 6-4, 6-3, 6-3. Du côté de Djokovic, 6-3, 6-3, 6-2, facilement aussi. Alcaraz a gagné en 3-7. Le premier, ça a été plus difficile, 7-6. Mais après ça, 6-3, 6-4. Donc, à part le Tchèque, Jiri Leaka, honnêtement... tout le monde a gagné facilement. Lui a gagné en 4 manches, mais la dernière manche, il a quand même gagné 6-2, donc ça peut lui donner confiance. Donc vraiment, un peu comme les femmes, ça va être dur de savoir qui va gagner. Sûrement que les favoris sont encore Sinner et Alcaraz, mais pareil, ça reste que tout le monde a vraiment gagné facilement. Tout le monde vient avec du momentum. Selon moi, j'aime beaucoup le match de Félix. Je pense qu'il peut remporter comme contre de Manor. Je pense pas que c'est un match impossible. J'ai hâte de voir Djokovic. J'ai l'impression que Djokovic est peut-être dans la fin de sa carrière. Peut-être qu'il va se donner un dernier push parce que, comme on le sait, ça fait plusieurs tournois qu'il fait pas. Peut-être qu'il peut finir le Grand Chelem, finir le tournoi de fin de saison, puis peut-être annoncer sa retraite ou peut-être une dernière année. Donc j'ai hâte de voir s'il est capable de donner un petit push. Contre Fritz, ça fait plusieurs tournois qu'il fait quand même très très bien, qui sera en demi. Donc j'ai hâte de voir ce match-là, ça va être très très bien.
Sinon, Sinner, Musetti, les deux ont vraiment dominé. C'est les deux qui ont eu des matchs les plus faciles aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que Sinner, à part le set qu'il a perdu contre Shapovalov, vraiment dominant complètement. On sait que le dur, c'est sa meilleure surface. Du côté d'Alcaraz, j'ai l'impression que ça va être facile aussi. Comme on l'a dit, le Tchèque, c'est lui qui ça a été le plus dur. Il a gagné en 4 manches. Donc, toi, est-ce que tu penses que Félix peut se rendre jusqu'en demi, peut-être se rendre en finale, peut-être causer une surprise? Finale, ça risque d'être compliqué parce que si il se rend en finale, c'est-à-dire qu'il gagne la demi-finale. À date, ça me semble logique ce que je dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça veut dire qu'il pogne probablement soit Alcaraz ou Sinner en demi. Là. Je pense qu'il est dans le tableau du Sinner, si je me trompe pas. Mais je vais aller vérifier pour être sûr, Fait là. que ouais, là. Mais ça peut Brad être compliqué. Sinner, ouais, oui, je sais, OG, il joue bien et tout, mais Sinner, c'est quand même Sinner. Là. Sinner est à son pic. On sait par contre, Sinner, on se souvient qu'il a abandonné la finale à Cincinnati. Là. Tu sais qu'il a perdu contre Alcaraz, il a abandonné. Ouais, Fait que, Félix est du côté de Sinner, donc il devrait affronter Sinner qui vient d'éclater son s'il se rend en adversaire. demi, il Qui vient, affronterait probablement Sinner. qui vient de détruire son adversaire 6-1, 6-1, 6-1, je rappelle. Ouais. Pour un gars qui boublait, qui d'habitude est 2 rangs au-dessus d'OG. Donc, moi, je pense, écoute, moi, j'aimerais beaucoup qu'il se rende au moins jusqu'en demi, comme il y a 4 ans en 2021, puisqu'il avait perdu contre Medvedev. Mais tu sais, en tant que tel, après, ça va être compliqué. Là. Mais déjà, je trouve qu'il fait un très, très beau parcours, puis il a gagné 2 gros matchs. S'il perd encore, mais qu'il donne une bonne position à Demenor, je pense que ça pourrait être très, très bon. S'il se rend en demi, ce sera encore mieux. Mais après, là, ça risque d'être compliqué d'avancer après les demi, là, s'il se rend là. Mais sinon, ben, en tout cas, très hâte de voir son match. C'est sûr que je vais l'écouter. On ne connaît pas encore l'heure exacte, mais à voir, ça va être probablement peut-être fin d'après-midi. Parce qu'en gros, le match de Leeka Alcaraz est à 12h40 et à 20h10, ça va être le match Djokovic-Fritz. Donc, il va falloir mettre Sinner Musetti puis l'autre match de Félix puis de Menor là-dedans. Donc, ça va peut-être être en milieu d'après-midi dans ce coin-là ou Puis, fin d'après-midi. il y a aussi un Début de truc soirée. qu'il faut pas oublier dans ce tournoi-là. Alcaraz, l'année dernière, il a perdu au deuxième tour. Et Sinner a Ouais. remporté le tournoi. Donc Alcaraz peut gagner plusieurs points. S'il gagne le tournoi, c'est 2000 points. Et si Sinner ne gagne pas le tournoi, comme si on dit la finale, c'est Sinner Alcaraz et Alcaraz l'emporte, il gagne 2000 points, il se ramasse à 11 500 et Sinner perd 1000 points vu que l'année dernière il avait fait 2000. Il descend à 10 400. Donc Alcaraz, s'il remporte le tournoi, peut prendre la place de premier mondial. Donc peut-être que ça va lui donner encore plus de motivation. Donc il y a Djokovic qui est peut-être son dernier US Open. Il y a Alcaraz qui peut être premier. C'est nous qui doit garder sa place. Félix qui joue très très bien. Donc pour vrai, ça reste des matchs qui vont être vraiment très intéressants. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans le reste du US Open. Et on vous le dit en avance. Il y a de très fortes chances qu'on ait notre expert Jérémy Corriveau pour nous reparler du US Open quand il va se terminer. Ouais. Ouais, effectivement. Donc, pour rappeler, en gros, les quarts de finale du côté masculin, ça va être demain, mardi 2 septembre. Pareil du côté féminin. Féminin, les demi-finales vont être jeudi 4 septembre. Là, je parle du individuel, bien sûr. Puis la finale va être samedi le 6. Pour ce qui est des hommes, les demi-finales vont être vendredi le 5, puis la finale dimanche le 7. Donc, ça va être séparé en tant que tel. Donc, les demi-féminins le jeudi, demi-masculin le vendredi. Ils vont comme avoir 2 jours de repos entre-temps. Puis c'est ça. Ça va se finir samedi puis dimanche. Puis dimanche prochain, lors du prochain épisode, on va avoir probablement Jérémy avec nous pour nous parler de la fin du tournoi, de ce qu'il a pensé des joueurs canadiens, puis tout ça. Donc, ça va être à suivre. Puis justement, là, on a pas mal fini avec le bloc actualité. Donc, on va passer maintenant au bloc football avec les 2 invités. Donc, comme on vous l'avait promis, les deuxième et troisième sections de notre podcast cette semaine, ça va être un preview de la saison de la NFL comme ça commence bientôt. Donc, justement, on a invité 2 personnes qui connaissent ça mieux que nous. On a Olivier Paiement et Jacob Langlois-Pelletier qui vont nous parler des équipes et qu'est-ce qu'ils pensent qui va arriver dans cette saison. Donc, on va commencer avec l'américaine. Vous voulez commencer avec quelle division? Je pense qu'on n'a pas le choix, là. Exact. Je pense qu'il y a un seul bon choix. C'est lequel, Tommy? Ben, je sais que vous êtes des fans des Bengals, donc probablement la division Nord. Parfait. Écoute, qui t'a, Oli, qui termine premier de cette division-là? Je pense que le choix est assez facile, là. Cette division-là, facilement, ça va être gagné par les Bengals. Non, sincèrement, je commençais à faire un petit peu de préparation avant qu'on commence, les gars. Puis, les Bengals, pour moi, ils ont la chance d'être l'équipe la plus intéressante à suivre dans la NFL cette année parce qu'ils pourraient passer à l'histoire pour les mauvaises raisons. Je veux dire, c'est une équipe qui a une attaque qui est potentiellement générationnelle. Prends ce trio-là des gars Burrow, Chase, Higgins. Je vous mets au défi de trouver un meilleur trio de joueurs dans la ligue. Moi, j'en trouverai pas, OK? Tu as cette attaque-là qui est potentiellement générationnelle. Joe Burrow aurait pu gagner le MVP l'an passé. Il l'a pas fait parce qu'il n'a pas fait les séries.
Mais sérieux quoi? Ça se peut qu'encore une fois cette année, les Bengals ratent les séries. Ça montre à quel point le reste du roster est tellement, tellement, tellement mauvais. La défensive est poreuse comme jamais. Une chance qu'on a fini par signer Trey Hendrickson. Premier choix au total qu'on a repêché, Shamar Stewart, c'est un chasseur de corps. Le gars, il a 4 sacs en carrière dans la NCAA. On a pris un gars, on pensait qu'il allait produire. Il sort, c'est une projection, ce gars-là. Il n'y a rien qui garantit avec lui. Pour moi, les Bengals, autant on pourrait les voir au Super Bowl en février, autant que ça se pourrait qu'ils gagnent 7 matchs, que Zach Taylor soit congédié, puis que Joe Burrow, à la fin d'année, il demande un échange. C'est vraiment une équipe qui va être difficile à suivre cette année. Ben, écoute, c'est complètement imprévisible du côté des Bengals. Puis t'en as parlé, Oli, de ce trio Burrow, Chase, Higgins. Puis moi, ce qui me fait peur, c'est que l'année passée, c'était une année qui était spectaculaire du côté de Burrow, du côté de Chase. Puis si on rajoute même Higgins là, pour les matchs où il a été là et qu'il n'était pas blessé, j'ai peur que ces joueurs-là ne soient pas capables de reproduire une saison qui est plus grande que ça. Moi, je pense qu'ils vont avoir des statistiques qui vont être similaires, ils vont avoir une excellente saison, mais ça les a pas menés au calendrier des séries éliminatoires. Donc, pour moi, ça va être une déception du côté des Bengals. On va encore rater, on va faire l'histoire justement avec d'autant bonnes munitions offensives, mais sans se rendre au bout du chemin. La bonne chose, si jamais vous avez un fantasy, je sais qu'il reste encore peut-être quelques repêchages cette semaine, prenez-les. N'hésitez pas. Dans les fantasy, évidemment, on s'en fout, là. Puis ces gars-là, encore une fois, je ne serais pas surpris qu'ils connaissent des saisons parce que s'il y a bien une chose qu'on va faire du côté des Bengals, c'est marquer des points. Le problème, c'est que les Bengals, tant que Mike Brown est leur propriétaire, ils s'en vont pas nulle part parce que je vous dis ça tout de suite, les gars ont probablement autant d'argent que Mike Brown. Fait que ça montre à quel point cette équipe-là est limitée dans ses ressources. Écoutez, juste pour être capable de payer le contrat à Joe Burrow, Mike Brown a dû vendre le nom du stade. Ça vous montre à quel point ce gars-là, il n'a pas de cash. Bon, mais sinon, pour le reste de cette division-là, qui vous pensez qui va être premier, deuxième, troisième et quatrième? Ben écoute, premier, je pense que t'as pas le choix, là, c'est les Ravens qui vont être là. Encore une fois, qui ont un cast de All-Star, autant au niveau de l'attaque qu'au niveau de la défensive. Il y en a qui peuvent débattre qu'un Lamar Jackson peut être un des meilleurs carrières de la NFL ou un des meilleurs running backs. C'est selon ce que vous voyez en Lamar Jackson, mais c'est pour dire à quel point il est impressionnant comme joueur. Quand tu as un Lamar Jackson, un Derrick Henry qui, oui, vieillit, mais a connu une saison extraordinaire la dernière saison. Contre toute attente, on pensait qu'il était trop vieux et ci et ça. Derrick Henry toujours au top de la ligue. Quand tu as un Zay Flowers, un Mark Andrews, que tu peux compter sur des gars comme Roquan Smith, Marlon Humphrey, pour vrai, tu es en business pour te rendre loin. La seule chose, c'est de voir en séries éliminatoires, est-ce qu'un gars comme Lamar Jackson va être capable de briser le plancher de verre, se rendre de l'autre côté de où il a jamais été. Et c'est là la question. La question, c'est pas la saison régulière pour les Ravens, c'est vraiment de se rendre à la fin, puis de se rendre au bout, puis de battre des gars comme des Josh Allen, puis des grands qu'on a eu de la misère dans les dernières années. Ouais, les Ravens sont à la croisée des chemins en ce moment parce que à chaque année, les attentes, si on va gagner le Super Bowl, on va gagner le Super Bowl. Puis les saisons régulières sont absolument incroyables. Lamar Jackson, c'est pas pour rien qu'il y a deux MVP. C'est pas pour rien que l'an passé, il a probablement dû gagner, mais Josh Allen a gagné parce qu'il n'y en avait pas eu un encore. Mais le problème des Ravens, pardon, c'est une fois qu'on arrive en série, on choke. On choke, on choke, on choke. Puis à chaque année, on trouve des excuses. Là, l'an passé, c'est à cause de Mark Andrews. Ouais, mais même le jeu de Mark Andrews, c'était pas pour la victoire ou quoi que ce soit, là. C'était une conversion de 2 points qui aurait permis d'égaliser le match. Il restait encore une minute. Josh Allen aurait sûrement monté le terrain. Il faut que les Ravens trouvent une façon d'être aussi dominants en séries éliminatoires. Sinon, ce qui va se passer, c'est malheureux, mais John Harbaugh va finir par perdre son poste. Parce qu'au final, si c'est la même affaire qui arrive année après année après année, surtout quand tu es rendu avec un gars comme Lamar Jackson qui fait 55 millions de dollars par saison, les attentes, c'est le Super Bowl maintenant. Alors moi, John Harbaugh, je pense que c'est un gars qui, si les Ravens ne sont pas capables de vraiment passer au prochain niveau, il pourrait perdre sa job à la fin d'année. C'est un très bon coach, mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de gagner quand ça compte aussi. Donc, pour vous, c'est sûr que les Ravens vont être premiers. Est-ce qu'il y a une compétition plus pour la deuxième place ou c'est encore une équipe qui, c'est sûr qu'elle va être deuxième? Là, écoute, Ben, pour c'est la ça. deuxième place, le cas peut être fait pour une équipe comme les Steelers, mais je veux dire, les Bengals devraient vraiment l'échapper là, cette année. Puis on le sait qu'on a une mauvaise ligne à la défense, on le sait qu'on n'a pas les atouts pour compétitionner jusqu'à la fin, mais en saison régulière, ça reste quand même une équipe qui est dominante au niveau de l'offensive. On va parler plus en détail des cas des Browns puis des Steelers, mais pour moi, il n'y a pas photo. Ça me surprendrait de voir une équipe devancer les Bengals, du moins dans leur division, là. Ouais, puis bon, avec les Steelers, il y a tout le temps l'argument ultime de depuis que Mike Tomlin les coach, ça fait quoi, 15, presque 20 ans maintenant, cette équipe-là n'a jamais été en dessous de 500. Ouais, c'est bien beau pas être en dessous de 500, mais si tu frôles le 500 année après année, c'est pas super non plus.
Là, tu amènes Aaron Rodgers qui a 42 ans puis 24 trips d'ayahuasca derrière la cravate. Il est-tu encore aussi bon qu'il l'a été il y a quelques années? Écoute, c'est un gars qui a beaucoup, beaucoup ralenti depuis qu'il est parti des Packers. Moi, je pense qu'on est enfin rendu à cette année-là. L'année où les Steelers prennent le pas de recul. Tu as perdu George Pickens, tu es allé chercher DK Metcalf à la place. Je suis même pas sûr que tu t'es amélioré sur ce point de vue-là. Non. Le problème des Steelers, c'est que tu manques de playmaker en attaque. Aaron Rodgers est rendu à 40 ans. À part George Pickens, à part, excuse-moi, DK Metcalf, c'est qui tes joueurs dynamiques en attaque? T'en as pas. Ton coordonnateur à l'attaque n'est pas dynamique non plus. Pour moi, ça va être vraiment difficile. Si on gagne les matchs, ça va être à cause de la défense. TJ Watt qui est absolument incroyable, Cameron Hayward aussi. Mais je pense qu'on est enfin arrivé à l'année où les Steelers, ils sont pas au-dessus de 500. Pour la première fois depuis très longtemps. Mais est-ce que les Steelers vont quand même rester devant les Browns ou vous voyez même descendre en dessous des Browns? Eh boy. Ouais, non, honnêtement, c'est impossible de descendre sous les Browns cette saison, là. Je pense que ça serait vraiment du miracle du côté des Browns. Puis, tu sais, on a quand même des belles histoires à regarder du côté des Steelers. Bon, Aaron Rodgers, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peut-être que ça va enfin refonctionner pour lui dans la NFL. Ça reste quand même un QB de talent. Personnellement, je pense pas que ça va fonctionner, mais ça reste quand même quelque chose de bien. On peut regarder une recrue comme Caleb Johnson qui va faire ses débuts du côté des Steelers au poste de porteur de ballon. Pourrait chauffer un Jalen Warren, ça pourrait être quand même bien, pourrait dynamiser un peu l'attaque, mais comme Oli a dit, force est d'admettre que tu n'as pas nécessairement un énorme carnet de jeu quand tu regardes une équipe comme les Steelers. Aaron Rodgers va chercher un gars comme Metcalf sans arrêt, mais il n'y a rien qui va fonctionner. Puis de perdre un Pickens, pour moi, au value 1-1, tu n'as pas gagné, donc c'est loin d'être une équipe améliorée. Donc, Il si y a je tellement comprends. d'affaires Ouais. qui m'énervent avec Aaron Rodgers. Là. Pourquoi il a attendu 6 mois avant de signer avec eux? T'sais? C'est tellement un gars qui aime ça avoir l'attention, qui aime ça faire sa diva. Il aime ça, là. Lui, c'est un pick-me. Là. Il aime ça se faire aimer. Pourquoi tu n'as pas juste signé avec eux comme tous les autres joueurs au mois de mars, au mois d'avril? Il s'est fait attendre jusqu'au milieu de l'été. Come on, man. Tu es un professionnel. Tu es au temps de la renommée. Euh, je ne sais même pas à quel point il va fitter avec cette culture-là des Steelers. C'est juste que vous avez parlé des Browns. Les Browns, c'est les Browns. Puis avec les corps arrière qu'on a présentement, j'ai de la misère à voir comment on va réussir à faire avancer le ballon. Le Joe Flacco, c'est un autre qui il a rendu des fiers services à bien des équipes, mais Joe Flacco, à son âge, là, c'est pas sérieux d'avoir comme carrière partant. Mais parlant de Rodgers, même avec les Jets, ça n'a pas été fameux les 2 dernières saisons, même que ça a été désastreux. Puis du côté des Browns, tu parles de Flacco, est-ce qu'il y a une chance qu'un des deux carrières recrues prenne sa place au cours de la saison? Ben, C'est sûr que ça va arriver. c'est sûr, ça va arriver. La question, c'est juste quand. T'as un gars comme Dylan Gabriel, t'as un gars comme Shedeur Sanders qui, probablement qu'on va voir du jeu de ces deux gars-là, mais la question, c'est quand est-ce que Joe Flacco, sa relation avec l'entraîneur va commencer à s'effriter, qu'on va voir beaucoup de mauvais jeux de sa part. Puis c'est ce qu'on voit d'un Joe Flacco dans les dernières années. Tu sais, sans rien lui enlever, on voit un gars qui est capable de bien contrôler un match, mais va jamais te faire gagner de match contre les grandes équipes. Donc le jour où que l'entraîneur va être tanné, va se tourner vers un carrière recru. Est-ce qu'on va pouvoir voir un Shedeur Sanders plutôt que tard? Mais moi, je pense que Sanders va avoir de la misère hein, dans la NFL s'il joue cette saison. Ça serait juste bénéfique pour lui d'attendre. Bon, Dylan Gabriel, c'est pas un carrière non plus de grand talent. Donc, même si on change là, du côté des Browns, on n'ira pas plus loin de cette saison. Donc, si je comprends Non, puis bien c'est pas votre pour rien que ces gars-là classement, ouais. ont été. Ouais, c'est pas pour rien que ces gars-là ont été pris en quoi? 3, 4, 5e ronde. C'est pas des si bons corps arrière que ça. Puis je me sens mal pour les Browns. Je regarde leur coach, Kevin Stefanski. C'est un des meilleurs coachs de la NFL, ce gars-là. Il a gagné 2 fois le titre de coach de l'année. C'est juste que, pour faire un parallèle avec ce que je disais tantôt sur Mike Brown, en espérant qu'il ne coupe pas encore mon Internet, les Browns sont limités par leur mauvais propriétaire. Jimmy Haslam, c'est peut-être un des pires propriétaires dans tout le sport professionnel. Ce gars-là, il se mêle de toutes les décisions. C'est pas pour rien que Shedeur Sanders a été repêché par les Browns. C'est pas pour rien que 10 ans plus tôt, Johnny Manziel a été repêché par les Browns. Puis dans la NFL, c'est vraiment, vraiment important la qualité de ton propriétaire. C'est pour ça, par exemple, que les Patriots ont été capables de gagner autant de Super Bowl. Ça part d'en haut, puis ça va jusqu'en bas. Puis même si les Browns avaient, il y a quelques années, des super bons hommes en place, Baker Mayfield comme corps arrière, on se retrouve quelques années plus tard, puis écoute, ils vont compétitionner pour avoir le premier choix du prochain repêchage. Donc, si je comprends bien, votre classement, c'est Ravens 1, Bengals 2, Steelers 3, puis les Browns en quatrième. Moi, je suis Ouais, assez confiant avec ça.
Parfait. Donc, Ouais. on va continuer avec la division de l'équipe préférée de Thierry, la division des Chiefs, donc la West. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette division-là? Oh boy. Ah, Écoute, c'est ça, une c'est une division que j'avais pas fascinante hâte parce que, de parler. parce que moi, ce que j'aime de cette division-là, là, les Chiefs, ça fait 9 années de suite qu'ils la gagnent, puis ça fait 9 ans de suite que les gens sont comme Ah, la fin des Chiefs. Cette année, c'est l'année où ils la gagnent pas. Mais ils trouvent toujours, toujours, toujours une façon de la gagner. Toujours une équipe qu'on est comme Ah, c'est eux qui vont dépasser les Chiefs cette année. C'est eux qui vont dépasser les Chiefs cette année. Mais ça fait 9 ans de suite qu'ils la gagnent. Ça va-tu enfin avoir lieu cette année? Ça, c'est la question. Parce que les Broncos ont pris une solide step l'an Ouais. passé. Même chose pour les Chargers. Les Raiders vont être beaucoup plus compétents. Je pense que s'il y a bien une année où ils ne gagnent pas la division, c'est celle-ci. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Puis, en tout cas, pour moi, il y a une seule équipe qui pourrait tu sais, se permettre d'arriver au top de cette division-là. Tu l'as dit, c'est les Broncos. Pour moi, les Raiders sont pas là en ce moment, ont des belles histoires, ont des beaux jeunes pour la prochaine saison, mais on est loin d'être à cette étape-là. Puis les Chargers, pour moi, manquent quand même d'atouts offensifs. Puis un Justin Herbert m'a jamais prouvé qu'il était capable de se rendre à ce niveau-là. C'est triste pour lui. C'est un carrière qui est excellent dans la NFL, mais a jamais réussi à être bon au bon moment. Donc pour moi, c'est les Broncos avec un Bonix qui a l'air d'avoir une excellente relation avec Sean Payton, a été tout feu tout flamme la saison dernière. On ajoute à ça un Evan Engram au poste d'ailier rapproché. Honnêtement, les Broncos, pas vraiment de faille dans cet alignement-là. On a un RJ Harvey qu'on a repêché au dernier repêchage, une excellente recrue. Puis là, tu amènes à ça un J.K. Dobbins qui est un porteur de ballon vétéran. Écoute, je vois pas vraiment de faille. Je sais pas ce que tu en penses, Ali, mais les Broncos pourraient vraiment se rendre loin cette saison. Ouais, moi, pendant longtemps cet été, j'avais le goût de croire aux Chargers. J'avais vraiment envie parce que j'adore Jim Harbaugh. Je pense que c'est mon coach préféré dans tout le football. Ce gars-là, tu as le goût d'aller à la guerre pour lui. Là. Lui, là, le football, ça l'excite. C'est un gars, là, quand il voit des ballons de football, quand il voit des joueurs de ligne se rentrer dedans, il est bandé. Là. Il est excité, il aime ça. Tu as le goût de traverser un mur pour ce gars-là. Ouais. Mais tu l'as dit, Jacob, je trouve qu'il manque Bon, d'éléments Jim Harbaugh a coupé en ton attaque, Wi-Fi. qu'on n'a peut-être pas assez entouré de Justin Herbert. Et, ah oui? Ouais, c'est bon, vas-y. Bon, c'est super. Euh, non, non, puis. Ah, c'était une blague? Non, ça Non, l'a coupé Non, pour de ok. vrai, mais Ouais. pas si pire que je pensais. Ouais, tout ça pour dire, la blessure à Rashawn Slater, pour moi, ça fait vraiment mal aux Chargers parce que Ouais. ce gars-là, c'est peut-être le meilleur joueur de ligne en attaque de toute la NFL. On lui donne le plus gros contrat pour un O-line de toute la NFL. Une semaine plus tard, il se déchire le ligament croisé. Sa saison est terminée. Ça, c'est une blessure qui fait mal. Ça fait vraiment très, très mal parce que les Chargers, c'est une équipe qui se base sur le jeu au sol. C'est une équipe qui veut être physique. Tu perds ton left tackle comme ça, puis ça te fait vraiment mal. Fait que c'est peut-être pas cette année l'année des Chargers. Je crois que c'est quelque chose qui se bâtit à plus long terme. Puis à court terme, s'il y a une équipe qui peut rivaliser avec les Chiefs, c'est sûr que c'est les Broncos. Parce que même chose du côté des Seahawks, pas des Seahawks, pardon, des Raiders, c'est correct ce qu'on a fait aller chercher Geno Smith. On est allé chercher Pete Carroll, qui est un coach qui va être autant de la renommée un jour, mais les Broncos, c'est une vraiment solide équipe. Ce que Bonix a montré l'an passé, là, c'est que lui, c'est un vrai carrière, potentiellement top 10 dans la NFL. puis en parlant des Chiefs, on parle que ça se peut que ce soit l'année qui descende l'année passée. Oui, il y avait une très belle fiche, mais c'était un peu frauduleux. Souvent, les matchs, comme justement contre les Broncos, ils ont gagné sur un botté bloqué et ça peut facilement descendre. Ils n'avaient pas gagné comme 10, 11 matchs par une possession. S'ils en perdent 3, 4 dans Ouais, c'est ceux-là, 11. ben, c'est Mhm. ça. C'est 11 matchs qui ont gagné par une possession. Puis pourquoi les matchs par une possession, c'est aussi important dans la NFL? C'est parce que souvent, c'est de la chance. Si tu gagnes par un match par une possession, tu l'as dit, tant mis, c'est un botté qui a été bloqué, c'est un fumble que tu as recouvert, c'est des petits jeux de chance comme ça. Puis tu ne pourras pas répliquer ça d'une année à l'autre. Souvent, quand tu vois une équipe qui gagne autant de matchs par une possession, il finit par avoir un retour du balancier l'année d'après. Fait que les Chiefs l'an passé, c'était pas une vraie équipe de 15-2, c'était probablement plus une équipe de 11 victoires, puis c'est ce qu'on risque de voir cette année. Moi, j'ai pris encore pour gagner la division, mais ce ne sera pas aussi dominant que l'an passé, ça, c'est sûr. Non, c'est Sinon, sûr. Puis, tu sais, t'as des aspects qui font qu'ils seront potentiellement pas autant dominants là, au début de la saison. Tu parles d'un gars comme Rashee Rice qui sera pas là, tu sais, pour, je pense, que c'est 6 matchs à suspension. Est-ce que ça va leur faire mal? Du côté des Chiefs, on a toujours été capable de se renouveler, peu importe les obstacles qu'on avait.
Est-ce que c'est un Xavier Worthy qui va être de plus en plus présent dans les schémas de jeu? Bien hâte de voir, mais comme Oli l'a dit, la seule statistique qui peut me faire penser qu'il y a une régression du côté des Chiefs, c'est au niveau des matchs gagnés avec seulement une possession. Comme il dit, un retour du balancier, la plupart du temps, c'est ce qui arrive. C'est comme un flip de coin, là. Gagner des matchs comme ça, c'est un 50-50 la plupart du temps. Mais il y a, outre ça, au niveau de l'effectif, je vois pas vraiment d'aspect qui me dit qu'il va y avoir une régression. Tu sais, tout le monde parle d'un Travis Kelce qui est soit qui pense à Taylor Swift ou bien il vieillit. Mais l'année passée, il pensait à Taylor Swift, puis il vieillissait aussi. Puis il était quasiment plus dans les schémas de jeu, puis les Chiefs ont réussi quand même à gagner un bon lot de matchs. Donc, je regarde l'effectif en tant que tel, c'est un bon effectif quand même au niveau des Chiefs, mais juste de voir c'est quoi la vraie identité des Chiefs au courant de cette année puis de l'année dernière, voir est-ce qu'il va y avoir un certain retour du balancier à ce niveau-là. Donc, si je comprends bien, vous avez les Ouais, puis de toute Chiefs façon, premiers, puis ouais, les puis de toute Broncos façon, c'est deuxième. parce que les Chiefs, c'est rendu une équipe qui est défensive. Tu sais, c'est plus la même chose que quand Patrick Mahomes est débarqué dans la ligue, puis on voulait marquer 50 points par match. C'est une équipe qui est menée par sa défensive, par les Chris Jones, les George Karlaftis, les Trent McDuffie. On va t'arrêter, puis on va finir par marquer 3 points de plus que toi, puis c'est comme ça qu'on va gagner. Et moi, j'ai vu encore gagner la division devant les Broncos, les Chargers, puis les Raiders. Après ça, j'ai de la misère rendue en éliminatoire, là. D'après moi, ils sont dus pour une sortie rapide en éliminatoire cette année. Est-ce que c'est en fin d'année que genre une équipe qu'on a parlé plus tôt, les Ravens, pourrait battre les Chiefs ou encore Lamar, c'est pas encore assez prouvé en série? Ben, écoute, je pense que c'est assez prouvé quand même en série. C'est juste qu'il n'a pas réussi à le faire. C'est bien une année que ça peut se produire, c'est cette année-là. Surtout avec une équipe des Chiefs qui est de plus en plus défensive. Puis du côté des Ravens, on a vraiment une excellente attaque. Je pense qu'on va être quand même être capable de surpasser à ce niveau-là une équipe comme les Chiefs. Je pense que si ça se passe, c'est cette année. Sinon, ben, ça va être très très difficile du côté des Ravens pour passer à travers les Chiefs. J'irais plus par contre avec les Bills pour battre les Chiefs en série. Les Bills qui ont été beaucoup plus proches que les Ravens. Puis je pense que Josh Allen, son style de jeu se traduit mieux en série que celui de Lamar Jackson. Mais une de ces deux équipes-là est due, sinon un des deux coachs, ils vont finir par perdre leur job de leur côté aussi parce que quand tu as un carrière qui est aussi talentueux, à Mané, il faut que tu ailles au Super Bowl, là. Ça devient ridicule. Sinon, justement, on pourrait continuer avec la division des Bills, la division Est. La division des Bills, tu l'as très bien dit, ça fait 5 années de suite qu'ils la gagnent. Ils vont en gagner encore cette année parce que c'est une division qui a beaucoup, beaucoup perdu de son lustre quand même dans les dernières années. Mais moi, pour moi, les Patriots, c'est une équipe qui va être très intéressante à suivre cette année. Je ne serais pas surpris qu'on peut-être même double notre nombre de victoires. Je ne pense pas que ça va être assez pour faire les séries, mais je verrais bien les Patriots à 8-9 victoires cette année. C'est aller chercher Mike Vrabel, qui est un des meilleurs coachs de la NFL. C'est un gars qui va solidifier la défense. Drake May va prendre un pas en avant. Quand même connu une bonne saison recrue, il va prendre un pas en avant. Je ne serais pas surpris que les Pats potentiellement dépassent les Jets et assurément les Dolphins. Les Dolphins, là, on va se reparler en novembre, les gars, puis ça va être le plus gros shit show de la NFL. Tyreek Hill va faire un Antonio Brown de lui-même, puis genre quitter en plein match. Je m'attends à une catastrophe. Ça se peut que toi, finalement, il se fasse encore commotionner. Là, puis non, les Dolphins, ça va être une catastrophe au moins cette année. Moi, je vais dans le même sens. Là, au niveau des Pats, ça va vraiment être une équipe intrigante à regarder cette année. Un Drake May que j'ai très très hâte de voir. Surtout hâte de voir avec qui il va réussir à connecter dans l'attaque des Pats. Un gars comme Stephon Diggs, on ne sait jamais ce qu'on va recevoir en allant chercher un gars comme ça, mais on déborde de jeunes au niveau des postes de receveurs du côté des Patriots. Donc j'ai hâte de voir où est-ce que la connexion va se faire. Puis moi, un gars comme Trevion Anderson qui arrive au poste de porteur de ballon, j'ai hâte de voir, il est explosif, il est gros. Honnêtement, ça pourrait être la carte cachée du côté des Pats. Puis je vais dans le même sens qu'Oli. Aller doubler leur nombre de victoires, se rendre à 8-9 puis devenir une équipe assez intéressante. Non, pas pour les séries cette année, mais de se présenter sérieusement pour les prochaines années à venir dans la NFL. Avec une division aussi faible, est-ce que c'est possible que les Bills aient 15, 16, 17 victoires, peut-être? C'est une bonne question. L'affaire aussi, c'est que tu es dans la NFL, ton horaire est bâti en fonction de ta fiche de l'an dernier. Fait que, tu sais, les Bills vont gagner leur division, tu vas affronter les autres gagnants de division. Ça veut dire que tu vas affronter les Chiefs, ça veut dire que tu vas affronter les Ravens, tu vas affronter les Texans. Euh, 15, 16, 17, c'est vraiment beaucoup, mais je pense que c'est une équipe aisément qui va aller chercher un 13 victoires,
Puis il va se battre pour terminer au premier rang de l'américaine en saison régulière pour avoir ton fameux bye à la première semaine. Sinon, dans cette division-là, vous avez les Bills premiers. Si j'ai compris, les Patriots deuxième. Et c'est qui que vous avez dernier, les Jets ou les Dolphins? Ah, écoute. c'est- J'aurais quand même les Jets 3 parce que Justin Fields a montré de quoi. Puis les Dolphins, je vous dis, les Dolphins, ça va pas bien finir cette histoire-là. Il y a déjà de la chicane entre Tyreek Hill. Mike McDaniel a l'air d'avoir perdu son vestiaire. Ouais, c'est Ça la fin pour sonne, lui, là. ouais, ça sonne 4 victoires. Puis les gars, à la moitié de l'année, ils gagnent plus un match à partir du mois de novembre du côté des Dolphins. Écoute, du côté des Dolphins, c'est un toit honnêtement, là, ça va mal finir au niveau des Dolphins. Puis au niveau de Tua, j'ai vraiment peur de le voir jouer cette année puis d'avoir encore une grosse blessure. Puis on s'entend, c'est la dernière là, dans son cas. Là. Il peut pas retourner au jeu après une autre blessure sérieuse à la tête. T'as un gars comme David Achane qui est fait en, en plastique depuis qu'il est rentré dans la NFL, qui est un cas incertain pour la première semaine au niveau des Dolphins. T'as plein de postes clés à Miami ou que tu as des cas incertains. Puis un gars comme Tyreek Hill, qui est une bombe à retardement, qu'on peut comparer un peu à un Stephen Diggs qu'on a parlé du côté des Pats. Tu sais jamais sur quel jour il va se pointer, avec lequel de ses enfants qui va venir au match aussi. Fait que, moi, les Dolphins, j'ai vraiment peur de voir ça imploser. Puis les Jets, ça sera pas guère mieux, mais tu l'as dit, un gars comme Justin Fields est capable de quand même courir avec le ballon, capable de faire des belles choses. Puis on a des armes. Un gars comme Garrett Wilson, c'est pas à négliger du côté des Jets. On a quand même une bonne défensive, mais écoute, c'est deux équipes assez moribondes, mais pour moi, les Jets vont terminer devant les Dolphins. Et sinon, pour terminer avec l'américaine, avec selon moi peut-être la pire division, la division sud, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans cette division-là? Ça, c'est comme la division éternellement médiocre, un peu, là. Je veux dire, les Texans avaient montré tellement de promesses il y a 2 ans, la première année de CJ Stroud, Ouais. avec DeMeco Ryans comme nouveau coach. Là, l'an passé, CJ Stroud, ça va été vraiment très, très difficile. Euh, Puis, offensivement, on n'a pas l'air d'avoir vraiment mis les morceaux en place cette année pour bien l'entourer. Joe Mixon, il y a des affaires bizarres qui sortent autour de lui. On n'a pas vraiment de receveur élite. Par contre, du côté des Texans, c'est sûr que la défensive va être dominante. Avec Will Anderson, ça, c'est un joueur à suivre pour le titre de recrue défensive de l'année. Mais après ça, pour le reste de cette division-là, je veux dire, les Colts, ton partant, c'est Daniel Jones. Les Jaguars, c'est les Jaguars. On a le coach le plus awkward de l'histoire du sport professionnel, puis un gars qui va jouer 2 positions. Puis du côté des Titans du Tennessee, on était quand même dernier dans la ligue l'an passé. Fait que même si on progresse, ce ne sera pas fameux. Ça, c'est le genre de division où tu vas t'en sortir. La première équipe va avoir genre 9 victoires. Écoute, je pense que Eli a fait un bon overview de toutes les choses bizarres qui se passent dans cette division-là, mais du côté des Texans, je pense que ça va quand même être les beaux jours de CJ Stroud qu'on va retrouver, du moins je l'espère. Là. Pour lui, ça peut pas être une saison comme il a connu la saison dernière. On s'est renforcé au niveau de la ligne défensive, ça devrait être assez pour lui de donner beaucoup plus de temps, là, surtout dans la pochette. Écoute, du côté des Texans, avec un Nico Collins qui est en santé, ça pourrait être excellent, mais encore là, le mot est en santé. Donc, c'est quand on est capable de le voir sur le terrain. Un Joe Mixon, on peut écarter ça, donc au poste de porteur de ballon, ça va faire très très mal. Une recrue comme Jaden Higgins pourrait renforcer au niveau des receveurs. Moi, les Texans, je les vois quand même haut dans cette division, je les vois au top. Mais écoute, comparé aux autres, là, je veux dire, t'es pas contre les plus grands ténors de la NFL, mettons. Justement, vous voyez les Texans premier, mais qui va être deuxième? Même ces trois équipes plutôt nulles, mais qui va réussir à être deuxième dans cette division-là? Moi, j'aurais les Colts au deuxième rang parce que ça reste que Daniel Jones a vraiment ses défauts, mais c'est un gars qui a réussi à faire les séries. Tu as Jonathan Taylor comme porteur de ballon. Shane Steichen, c'est un des meilleurs coachs pour coacher des carrières dans la ligue. J'aurais les Colts deuxième, mais vraiment pas très, très haut. Derrière eux, tu sais, les Jaguars de Jacksonville, à un moment donné, t'as tellement de talent, surtout avec Trevor Lawrence. Moi, c'est un gars que, quand tu jouais à l'Université Clemson, j'adorais Trevor Lawrence. Je croyais énormément en lui. Ça avait bien commencé dans la NFL. Il a le talent, il faut juste bien l'entourer. Moi, je les aurais troisième, puis j'aurais les Titans quatrième. Cam Ward a beau avoir été choisi premier au total. Sur une année normale, Cam Ward, il sort 20e. C'est juste que c'est une très faible QV au poste de carrière, puis c'est pour ça que le gars il a été pris premier. Et je pense que son overall sur Madden, c'est comme 71. Là. Le gars a été premier choix au total. Ça vous montre à quel point c'est pas nécessairement la crème de la crème de son côté. Et sinon, les Jags, on le sait, au repêchage l'année dernière, ils ont donné leur choix de premier tour.
Donc, est-ce que vous pensez que c'est une erreur? Oui, ils sont allés chercher Travis Hunter, mais ça se peut que le choix soit top 5, top 10 au prochain repêchage. Ben, écoute, est-ce que c'est une erreur? C'est dur à dire en ce moment. Mais ça reste à voir Travis Hunter, est-ce qu'il va réussir à être élite dans les deux positions qu'il va jouer? Puis surtout pour moi, c'est est-ce qu'il va réussir à être élite au niveau en tant que receveur? Parce que pour moi, ça ne sera pas à long terme un joueur qui va jouer les deux positions. Probablement, il va se ranger du côté au niveau de receveur. Puis pour moi, c'est pas un des meilleurs que tu pouvais aller chercher dans ce repêchage-là. Donc, c'est à voir au fil du temps, est-ce que ça va être un des meilleurs à cette position-là? Si oui, ça va avoir été un bon pari du côté des Jags. Pour moi, c'est cher à payer, mais encore là, tu s'en vas chercher une pépite, tu as une certaine attention médiatique, tu vas l'enlever un peu d'un certain Trevor Lawrence qui a de la misère depuis quelques années. Écoute, peut-être qu'il y a une certaine stratégie derrière ça. Est-ce que c'est cher payé? Dur à dire, mais ça pourrait très bien mal vieillir là, du côté des Jacks. Ouais, moi j'ai de la misère, Travis Hunter, à voir comment tu peux vraiment faire deux positions à temps plein dans la NFL. C'est tellement une ligue qui est rigoureuse. Tu as besoin de pratiquer énormément, tu as des meetings, tu dois étudier les jeux, étudier les autres équipes. Je le verrais devenir un joueur élite à une des deux positions. Les deux, je suis pas sûr. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment risqué d'avoir cette transaction-là. Qu'est-ce qui arrive si ce choix-là devient un choix de top 5 cette année, puis je sais pas, il manque la chance de repêcher peut-être un corps arrière. C'est vraiment, vraiment risqué du côté des Jaguars de Jacksonville. Tout un coup, c'est les Browns qui ont leur premier choix. Là. Pour moi, c'est tout un coup de circuit de la part des Browns de Cleveland d'avoir cette munition-là dans le repêchage qui s'en vient. Ce sera sûrement pas Archie Manning, finalement, qui va être choisi premier. Je ne sais pas si vous avez vu son match cette fin de semaine. C'était pas fameux. Non, c'était pas fameux. Le gars, on parlait de lui dans les derniers mois comme le meilleur prospect de l'histoire pour un corps arrière, puis il avait de la misère à compléter une passe de 5 verges. Je pense qu'il va finir par s'améliorer cette saison. C'était vraiment la tâche n'était pas facile quand même contre Ohio State, les champions en titre, mais vraiment décevant Archie Manning pour son premier match. Parenthèse de fini de college football. Justement, comme tu as dit, c'est les Browns qui ont le choix. Donc, ça se peut que les Browns finissent avec deux choix top 5 pour cette année. Donc, ça pourrait être quand même intéressant, mais j'ai l'impression, comme vous l'avez dit, les Browns, même avec 8 choix top 8, ça pourrait mal finir. Donc, on va voir ce que ça a donné. Donc, ça a fini pas mal du côté de l'américaine. Donc, on va se tourner maintenant du côté de la nationale. Maintenant, pour continuer avec la nationale, on va aller avec la division de l'Est, avec quand même une bonne division, la division des champions. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être encore premiers de leur division? Écoute, pour moi, les Eagles, là, ils sont partis pour une run potentiellement, je ne veux pas dire dynastie, là, mais c'est parce que ça, c'est le meilleur alignement. Excluons le carrière, excluons Jalen Hurts. Là. Allons pour le joueur 2 à 53. C'est peut-être le meilleur alignement qu'on a vu depuis 10-15 ans dans la NFL. La ligne à l'attaque est élite, ligne défensive élite. Tu as des receveurs incroyables. Saquon Barkley au poste de running back. Tes secondaires sont excellents. Cette équipe-là est tellement complète, super bien coachée. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant qu'on a bâti du côté de Philadelphie parce qu'en plus, tu le dis, l'Est de la nationale, c'est une division qui est vraiment intéressante parce que pendant longtemps, je pense que c'est pendant presque 20 ans, il y avait un gagnant différent à chaque année. Il n'y avait jamais une équipe qui était capable de gagner cette division-là 2 années de suite. Là, les Eagles sont partis sur une run, surtout avec les Cowboys qui clairement commencent une genre de reconstruction. Les Giants sont sûrement un peu trop jeunes. On va voir par contre à quel point les Commanders vont être capables de répéter l'exploit de l'an passé, mais pour moi, facilement les Eagles, puis je pense que je les vois même retourner au Super Bowl. C'est tellement impressionnant l'alignement qu'on a bâti du côté de Philadelphie. Ouais, facilement. Écoute, les Eagles vont remporter cette division-là haut la main. Les seuls qui peuvent les chauffer, comme Ali a dit, c'est les Commanders. Écoute, t'as perdu des gars comme Darius Slay et Josh Sweat. À voir si ça va avoir un certain impact au niveau de leur ligne. Mais pour moi, ça reste que un des meilleurs aliments que tu as dans la NFL, c'est pas le meilleur. Un Saquon Barkley, j'ai hâte de voir s'il va être capable de répéter ce qu'il a connu la saison dernière. Mais tu as des valeurs sûres au niveau de l'attaque. Tu as des gars comme Devontae Smith, des A.J. Brown. Tu peux pas te tromper avec ça. Puis un Jalen Hurts qui doit en faire le strict minimum pour faire réussir cette équipe-là. Il peut pas échouer. Les Eagles sont encore une des puissances de la NFL. Sinon, en deuxième position, vous avez les Commanders. Est-ce que les Cowboys ou les Giants pourraient peut-être les effrayer ou pas du tout? Non. Moi, ma seule question que je me pose, c'est à quel point est-ce que ce que les Commanders ont fait l'an passé, tu vas être capable de répéter ça? Parce qu'évidemment, ils ont surpris tout le monde l'an passé, mais ça affrontait il y avait une cédule qui était très, 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 très faible. Les Commanders n'ont pas battu beaucoup de bonnes équipes. Là, on va avoir eu une saison complète pour regarder du tape de Jalen Daniels. Les défensives vont s'ajuster. Les Commanders ont fait quelques ajouts en attaque. C'est un gars comme Debo Samuel, quoi, qui a beaucoup ralenti.
Est-ce que ça va vraiment être assez pour bien complémenter Daniels? Je ne le sais pas. Cliff Kingsbury, c'est un coordonnateur à l'attaque qui, lui, souvent dans sa carrière, première saison absolument dominante. Ça avait été le cas quand il coachait Kyler Murray avec les Cards de l'Arizona. Puis par la suite, c'est plus flat. Les autres équipes s'ajustent à lui. Mais sincèrement, Jalen Daniels est un talent tellement extraordinaire. Puis tout ce qu'on entend des camps d'entraînement du côté de Washington, c'est qu'il s'est amélioré encore plus. Je m'attends à une grosse, grosse, grosse saison de sa part. Pour de vrai, lui, c'est un gars qui va faire compétition pour le titre d'MVP. Il passe incroyable. Il court. On parlait de Lamar Jackson tantôt. Jalen Daniels, c'est Lamar Jackson avec un meilleur bras, là. Vraiment un bras qui est plus précis, une meilleure longue balle. Le plafond de ce gars-là est extraordinaire. Aucun doute que, surtout que la nationale est plus faible, surtout l'Est, les Commanders retournent en série, c'est certain. Ouais, ça c'est définitif. Puis quand tu as un talent brut comme Jaden Daniels, tu peux pas te tromper, ça te permet d'élever là, tous les joueurs qu'il y a autour de lui. On a réussi à re-signer du côté des Commanders un gars comme McLaurin qui va faire un grand bien. Je pense que ça aurait fait un énorme trou du côté des Commanders si on n'avait pas réussi à s'entendre. Mon seul point d'interrogation, c'est au niveau des porteurs de ballon. On y va avec Austin Eckler, puis il semblerait que Krusky mérite le jeune homme là, qui a été choisi en septième ronde au dernier repêchage. Donc, c'est probablement l'homme de la pré-saison avec un gars comme Jackson Dart. Écoute, j'ai hâte de voir si ça va se continuer pour lui. On a quand même échangé un gars comme Brian Robinson. Avec Austin Eckler, tu peux pas te tromper, mais j'ai peur qu'on manque de profondeur. Mais bon, quand tu as un gars comme Jaden Daniels qui peut juste prendre le ballon puis commencer à courir et décider quand est-ce qu'il veut aller la porter dans la zone de toucher, t'as pas vraiment à t'en faire. Donc les Commanders vont être très solides là, cette année. Sinon, du côté des Cowboys, comme on sait, la grosse nouvelle, c'est qu'ils ont échangé Micah Parsons. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient même finir dernier derrière les Giants? Sincèrement, Non. ça ne me surprendrait pas parce que cette défensive-là est tellement mauvaise du côté des Cowboys. Elle était déjà nulle à chier l'an passé. Là, tu viens de perdre ton meilleur joueur, Micah Parsons, qui est un gars automatique, 12 sacs par année dans ses 4 saisons dans la NFL. Tu as perdu de Marcus Lawrence, qui était une pierre angulaire de cette défense-là. Elle va être absolument atroce. Dak Prescott revient de blessure. Dak, on le sait, lui, c'est un gars qui a besoin d'être bien entouré. Il a besoin d'une bonne ligne à l'attaque. Il a besoin d'un bon jeu au sol. Tout doit bien fonctionner autour de lui pour qu'il performe. Ce ne sera pas le cas cette année. Le roster des Cowboys, c'est plus le même qu'il était qu'il y a 4, 5, 6 ans. Je m'attends à une grosse, grosse chute de leur part cette année. Ça risque d'être vraiment difficile. En plus de ça, tu as un nouveau coach, Brian Schottenheimer, qui, ce gars-là, il n'aurait pas été coach nulle part ailleurs. C'est juste que Jerry aime ça avoir un coach qui est capable de contrôler, un coach qui est vraiment capable, qui n'est pas très influent, qui ne va pas mettre son point sur la table. Alors moi, je m'attends à une saison vraiment difficile du côté des Cowboys, surtout que les Giants, c'est une équipe. Moi, ils m'excitent, les Giants. Je sais que c'est pas très populaire, mais ils font pas les éliminatoires ou quoi que ce soit, là. Mais avec cette ligne défensive-là, il y a de quoi qui va se passer du côté des Giants de New York. Ouais, écoute, je parle un peu la même chose pour toi là, au niveau des Cowboys. Je pense qu'un gars comme Dak Prescott, après 2, 3 semaines, il va être rendu aux îles Caïmans. Il va être tanné de jouer derrière cette ligne-là, va se faire ramasser là. Puis on sait, ben, en tout cas, pour ma part, Dak, c'est pas un gars que j'ai en haute estime au niveau du leadership puis qui se capote dans une chambre. Ça va pas être lui qui va rallier les gars. Je pense que semaine 6, 7, ça va imploser du côté des Cowboys. Ça va tellement mal aller. Il va pas être capable de rallier son équipe puis on va voir que les mouches vont tomber. C'est plate parce qu'on perd les bonnes années d'un gars comme CeeDee Lamb. On perd les bonnes années d'un gars comme Dak Prescott, justement. On perd d'excellentes bonnes années. Puis en plus, tu vas chercher un gars comme George Pickens. La recette est parfaite pour une explosion semaine 6. Mais vous parlez que ça va mal aller, mais comme tu l'as dit, CeeDee Lamb puis George Pickens, c'est quand même deux bons receveurs. Prescott pourrait quand même se débrouiller avec ces deux-là ou vraiment, même ça. La balle va pas se rendre. Ok, ouais. Oh, Ben, il elle n'y a va se pas de ligne rendre, à mais. l'attaque, Exact. pas de jeu au sol pour bâtir ton jeu par la passe ensuite. Tu sais, ça se peut que CeeDee Lamb, statistiquement, il y a une grosse saison. Là. Il va faire Oh, 1300 ouais. verges, 1200 verges, mais après ça, tu vas-tu gagner des matchs? Non. Dak Prescott, c'est un gars là, qui est éternellement moyen. Il a tout le temps été, je sais pas, le 16e meilleur carrière de la NFL. La meilleure couleur pour le représenter, c'est le beige. C'est juste comme, c'est correct, c'est Dak, mais rien de plus. Là. Tu y vas avec un Javonte Williams comme premier porteur. Je pense que ça dit tout au niveau de la qualité de ton effectif, là. Un gars déchu du côté des Broncos qui s'amène dans ton effectif, puis tu fais de lui ton homme d'honneur. Écoute, ça va être vraiment, vraiment difficile du côté des Cowboys. Je pense que ça va être une des les pires équipes de la NFL cette saison, là.
Justement, les Cowboys, ils ont échangé Micah Parsons, qu'on peut continuer avec la division où il est rendu maintenant avec Green Bay, donc la division Nord. Même que j'ai l'impression que cette division, c'est peut-être une des plus fortes de la NFL. J'ai l'impression que toutes les équipes sont quand même assez bonnes. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette division-là? Ouais, c'est une équipe vraiment intéressante parce que chaque équipe, en théorie, a le potentiel de faire les séries. Il y en a trois qu'ils ont fait l'an passé. La quatrième, c'est les Bears. Puis là, les Bears avec Caleb Williams, avec Ben Johnson qui est le nouveau coach. Les attentes, c'est qu'on les fasse. Euh, mais la clé pour les Bears, ça va être le développement de Caleb Williams, qui était vu comme un des meilleurs prospects de l'histoire au poste de corps arrière l'an passé. Il n'a pas répondu aux attentes. Mais Ben Johnson est supposé être un magicien de l'attaque. Il a réalisé des miracles avec les Lions. Il a amené Jared Goff à un autre niveau. Il va-tu être capable de faire ça avec les Bears de Chicago? Les Bears n'ont jamais eu un carrière de 4000 verges dans l'histoire de la franchise. 4000 verges, ils font ça les yeux fermés maintenant dans la NFL. Les carrières, eux, ils n'ont jamais été capables de faire ça. C'est une franchise qui est comme. Ils ont comme une malédiction chez les carrières. Ça va se poursuivre encore cette année. C'est vraiment juste Caleb Williams qui va être le facteur derrière tout ça. Elle est dure à prédire, là, cette division-là, je te dirais. Au niveau des Lions, ça reste quand même la puissance. J'ai hâte de voir quel impact la perte des gars comme Ben Johnson puis Aaron Glenn au poste de coordonnateur vont faire mal aux Lions. Est-ce qu'on va voir un jeu qui va être plus linéaire? On le sait que les Lions là, sont reconnus pour avoir un jeu extrêmement créatif dans les dernières années, ce qui ont fait de eux leur succès là, récemment. Est-ce que ça va changer? J'ai hâte de voir. On parle déjà d'un gars comme Jahmyr Gibbs qui va avoir un workload beaucoup plus élevé que dans les dernières années, justement parce qu'on va se rendre vers un jeu encore plus linéaire. J'ai hâte de voir, mais ça reste quand même que Détroit est la puissance dans cette division-là. Les Packers avec Micah Parsons se renforcent et deviennent vraiment, vraiment sérieux. Écoute, les Vikings et les Bears, encore là, tout va dépendre de la tenue des deux jeunes carrières, en J.J. McCarthy et Caleb Williams. Si j'avais à mettre un 2, je le mettrais quand même du côté des Bears. Je pense qu'on a les atouts pour se rendre plus loin. On a l'entraîneur, justement, pour passer à un autre niveau. Quand tu as un Romeo Odunze, pardon, un DJ Moore et un Luther Burden dans tes postes de receveur, tu peux quand même te rendre loin là, au niveau des Bears. Ouais, par contre, du côté des Lions, là, ça va faire vraiment mal. De perdre Ben Johnson, puis de perdre Aaron Glenn. Ben Johnson, qui était peut-être le meilleur coordonnateur à l'attaque de la NFL. Aaron Glenn était le meilleur coordonnateur défensif, peut-être top 5. Je dirais top 5 coordonnateurs défensifs dans la NFL. Il s'en va coacher les Jets de New York. Ces deux pertes-là vont faire très, 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 très mal. Euh, Souvent, une équipe, surtout quand tu es un coach comme Dan Campbell, c'est un gars de culture. C'est pas un gars nécessairement de schéma offensif, c'est pas un gars qui va Mhm. caler les jeux ou quoi que ce soit. Alors, il dépend beaucoup, beaucoup de ses coordonnateurs. Il y en a peut-être un des deux nouveaux qui va être capable de remplacer ceux qu'on avait l'an passé. Est-ce que les deux vont être aussi bons? Ça, c'est certain. Moi, c'est pour ça que je vais avec les Packers pour gagner la division. Les Packers, l'an passé, étaient la plus jeune équipe de la NFL. On n'était même pas supposé faire les séries. On les a fait. On avait une défense top 10, top 7 dans la NFL, même s'il était super jeune. Tu ajoutes à ça un Micah Parsons, un gars qui est un game changer, qui peut changer l'allure d'un match comme ça. Les Packers vont être dangereux. On a ajouté encore des jeunes receveurs autour de Jordan Love. Euh, Matt LaFleur, c'est un des meilleurs coachs offensifs de toute la NFL. Solide jeu au sol avec Josh Jacobs. Je pense que les Packers, là, plus l'année va avancer, plus ils vont s'améliorer parce qu'ils sont encore jeunes. Ce sera pas facile. Mais soyez pas surpris si à partir de novembre, décembre, les Packers deviennent une équipe vraiment dangereuse qui pourrait peut-être même chauffer les Eagles et potentiellement se rendre au Super Bowl. Ok, ouais, t'aimes beaucoup les Packers à ce point-là. Je Et les aime beaucoup, je les aime beaucoup. Ouais, 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 je sinon, me du cache côté pas. C'est des pour ça que Vikings, je porte du vert. c'est pas la bonne ligue, mais c'est du vert. Au moins, c'est du vert. En plus pour l'effort, là. Sinon, du côté des Vikings, comme tu en as parlé, c'est un jeune carrière qui prend la barre cette année. Est-ce que ça a été un bon choix de laisser partir Sam Darnold, selon vous? Ouais. Oui, parce que Sam Darnold, c'est Sam Darnold. Puis on a revu le vieux Sam Darnold à la fin de l'année. C'est un gars qui a ses limitations. Puis que quand les défensives sont bonnes, quand on s'ajuste à lui, c'est pas un corps arrière élite. Pour moi, ça va être tough pour lui à Seattle. Mais est-ce que J.J. McCarthy, c'est la solution? Je suis pas sûr. J.J. McCarthy, quand il était à l'Université du Michigan, on lui en demandait très, 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 très peu. Il lançait une vingtaine de fois par match, c'est tout. Euh, C'était une équipe qui était bâtie sur le jeu au sol, sur la défensive. On demandait très peu à J.J. McCarthy. Vas-tu être capable de démarquer dans la NFL face à des aussi bonnes défensives dans cette division-là, dans la nationale en général?
Moi, j'y crois pas. Pour moi, les Vikings, ça va être une équipe qui va prendre un solide pas de recul cette année. Parce que J.J. McCarthy, si ça floppe, t'es dans le chenoute. C'est ça, tu sais. Bon choix, je suis un peu ambivalent. Bon choix parce que Sam Darnold allait commander des gros sous que tu voulais pas payer du côté des Vikings. Puis ça allait pas être ton homme de confiance pour les prochaines années. Par contre, j'aurais aimé ça voir un J.J. McCarthy prendre du galon. Puis c'est malheureux à cause de sa blessure la saison dernière. Aurait pu le prendre ce galon-là derrière un Sam Darnold. Mais j'aurais aimé ça le voir encore en prendre davantage, être sur le banc. Puis aller tranquillement que de le lancer directement. Mais bon. Du côté des Vikings, on a mis tous les œufs dans le même panier. C'est J.J. McCarthy, notre homme. On le sait depuis le jour 1 qui a été repêché. Donc, à un moment donné, il faut que tu te jettes à l'eau, il faut que tu y ailles. Puis bon, ça passe ou ça casse là, du côté des Vikings. Sinon, si on continue avec une autre division, ce serait la Sud. Elle, j'ai un peu de la misère à la comme sizer, comme les Panthers vont s'améliorer, les Falcons puis les Buccaneers, c'est des bonnes équipes, mais sans plus. Est-ce que cette division-là va être forte? Oui, elle va être moins forte qu'elle qu'on vient de parler. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être nul? Qu'est-ce que vous voyez? Ben, on peut commencer en parlant d'une équipe sur laquelle on va passer 12 secondes, c'est-à-dire les Saints. Ça va être la pire équipe de la NFL cette année. On n'a pas Oublie de pas les Browns, par carrière. contre, là. Ouais, mais au moins, tu sais, les Browns, t'as quand même des solides joueurs dans Oh, oui. l'effectif. T'as des Myles Garrett, t'as des gars comme ça. Écoute, du côté des Saints, là, c'est vraiment difficile. Euh, je- on ne gagnera pas plus que 3 4 matchs max du côté de la Nouvelle-Orléans l'an passé, cette saison. Mais les Bucks, je trouve que tu sous-estimes un petit peu, mon cher Tommy, là. Les Bucks, c'est une équipe, même depuis le départ de Tom Brady avec Baker Mayfield, très solide, une bonne attaque. Oui, on a Evans et Godwin. On a été capable aussi d'aller chercher des nouveaux morceaux pour bien complémenter ça. On a des bons jeunes. La défensive avec Todd Bowles est très bonne. C'est une équipe, pour moi, j'hésiterai même pas. Elle va gagner cette division-là. Ce ne sera pas à 13 matchs, mais à 10 11 matchs facilement. Puis après, ça va être une question de qui entre les Falcons puis les Panthers va être capable de prendre un next step puis peut-être compétitionner pour le wild card. Ouais, c'est ça. Écoute, les Saints t'ont fait le tour assez rapidement. Là, on a des joueurs clés qui sont extrêmement vieillissants. Un gars comme Derek Carr qui est un peu pris par surprise avec sa retraite. Puis on se ramasse avec Spencer Rattler puis Tyler Shaw. Je veux dire, ça va être désastreux du début à la fin. Fait que, fini de parler des Saints. Écoute, moi, je vois les Falcons prendre plus de galons qu'une franchise comme les Panthers. Un gars comme Michael Penix, j'ai aimé le voir la saison dernière. Puis écoute, c'est malheureux d'une part, mais bien d'un autre côté. Du côté des Falcons, on a été capable d'évaluer Michael Penix très tôt. On pensait pas le voir autant avec la grosse signature de Kirk Cousins la saison dernière, mais ça s'est pas bien déroulé pour lui. On a fait rentrer la recrue, puis il a quand même bien fait, entre guillemets, malgré les débords là, du côté des Falcons. Donc, moi, j'ai hâte de le voir. Je pense qu'on a d'excellents atouts. On a un gars comme Bijan Robinson qui est dans l'élite de la NFL. On a d'excellents receveurs du côté des Falcons. Moi, je les vois terminer deuxième, puis peut-être même chauffer les Bucks. Mais encore là, on s'en tient à un corps arrière qui est recru dans la NFL. On ne sait jamais de quel côté ça peut tourner. Donc, si je comprends bien, vous avez Bucks 1, Falcons, Panthers, Saints. Pour moi, ouais. Moi, je ne suis pas sûr. Les Panthers, j'ai l'impression que c'est une équipe qui pourrait surprendre. Bryce Young a vraiment bien fini l'année. C'est un gars qui, en l'espace de 3 mois, il est passé de bust à oh, peut-être que là, on va être pris pour le payer 30, 40, 50 millions de dollars. Dave Canales, c'est un super bon coach. On a commencé à ajouter des bons morceaux offensifs autour de lui. On a repêché Tate Mack dans le top 10. Ouais. C'est un gros receveur de passe qui est supposé faire des gros jeux. Tu ajoutes ça à Xavier Leggett. Une ligne en attaque qui est quand même correcte. Je pense que les Panthers, ça pourrait être une équipe, pas nécessairement qui va faire les éliminatoires, mais qui va fuck around là, cette année. Ils vont surprendre 2 3 équipes, 2 3 gros matchs un peu sortis de nulle part. Puis après ça, pour l'an prochain, ça augure bien si t'es capable de continuer à bâtir là-dessus. Moi, j'aurais les Panthers deuxième dans le sud de la nationale. Et sinon, il reste la dernière division, c'est la division Ouest. Tantôt, j'ai dit que Thierry, son équipe préférée, c'était les Chiefs, mais aussi, il aime beaucoup les Cardinals. Si vous ne le savez pas, c'est un fan de toutes les équipes un peu de l'Arizona. Donc, au hockey, il est un peu triste, et puis les Coyotes. Mais ouais, donc on va terminer avec la division Ouest. Est-ce que vous pensez qu'il y a une équipe là-dedans qui peut se battre pour être dans les meilleurs de la ligue? Écoute, Les Rams, moi, je crois beaucoup aux Rams il cette y a seulement année. les Rams là-dedans pour moi. Parce que là, écoute, Matthew Stafford, ils font toujours des questions bizarres avec son état de santé, mais Matthew Stafford est encore un bon corps arrière. Tu as des bons éléments offensifs autour de lui avec Puka Nacua, Kyron Williams, d'aller chercher Devante Adams. Sean McVay, c'est
un top 5 coach dans la NFL. La défense est bonne. On a vraiment réussi à rajeunir cette défense-là en l'espace d'un repêchage, notamment avec Jared Verse. Les Rams, pour moi, ils font partie des équipes qui vont prétendre à peut-être se rendre jusqu'au NFC Championship et essayer de battre les Eagles. C'est une solide équipe de football, les Rams. Puis Matthew Stafford, il lui en reste pas gros. Peut-être que c'est sa dernière année, mais je le verrais vraiment terminer sur une haute note. Ouais, moi, du côté des Rams, je vois aussi des belles choses pour la prochaine saison. Puis pour moi, c'est la seule équipe qui peut vraiment aspirer à des grands honneurs là, cette saison dans cette division-là. Tu l'as dit, quand tu as un Matthew Stafford, Puka Kyron Williams, t'es pas mal assez set au niveau de l'offensive. Là. T'es au niveau élite à toutes ces positions-là dans la NFL. Ça peut juste bien se passer. Puis au niveau de comment cette équipe-là est gérée, ça fait plusieurs années que tout va bien, tout a l'air sain dans cette équipe-là. Puis les schémas de jeu sont établis. Moi, je pense que cette équipe-là peut chauffer des grandes équipes de la NFL puis assurément terminer premier de la division. Si c'est pas ça qui arrive, il y a un énorme problème là, du côté des Rams. Est-ce que les 49ers, s'ils restent en santé, vous pensez qu'ils peuvent peut-être un peu chauffer les Rams ou vraiment les Rams sont dans une autre catégorie, là? Ben, écoute, les chauffer, ça se pourrait, mais selon moi, non. Tu as quand même plusieurs points d'interrogation du côté des Niners. Tu as parlé justement de la santé. Tu sais, un gars comme CMC, s'il est pas là ou s'il est là, ça change tout là, dans l'équipe des 49ers. Surtout qu'on a vu, si on se recule pas à l'an dernier, mais l'année d'avant, où il avait connu une excellente saison, il avait battu des records, mais on voyait que le jeu des Niners, quand il était basé sur CMC, fonctionnait. Par contre, enlève un gars comme McCaffrey de cette franchise-là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et donc, ça va dépendre de ça pour la prochaine saison. Un gars comme Ricky Pearsall pourrait bien faire là, du côté des 49ers, mais moi, la grosse blessure de Braden Ayuk la saison dernière, puis qui va rater, ben, en fait, probablement 50% et plus de la saison, va faire vraiment mal à la profondeur du côté des Niners. Je les vois peut-être les chauffer si tout tombe en place, mais non pour ma part. C'est une grosse année pour Brock Purdy parce que là, Brock Purdy, ça a tout le temps été quelqu'un que les gens étaient sceptiques. Là, il a eu son bag. Il a été payé. Quand tu te fais payer 50 millions, c'est à toi de prouver que tu fais partie de l'élite. Là, puis ça, c'est peu importe que Christian McCaffrey soit en santé ou non. Là, si t'es un carrière qui prétend être un gars de top 10, il faut que tu performes peu importe qui t'est autour de toi. Mais tu sais, c'est une équipe qui est très, très bien coachée du côté des 49ers. Évidemment, Kyle Shanahan, un excellent coach offensif. On a ramené Robert Saleh, qui avait été le coordinateur défensif il y a plusieurs années des 49ers. Quand l'équipe s'était rendue à son premier Super Bowl, puis elle avait perdu contre les Chiefs, c'est la première fois avec Jimmy Garoppolo. Robert Saleh a coaché les Jets l'année dernière année, ça ne s'est pas bien passé, mais c'est un gars qui va tout le temps bâtir une bonne défensive. La défensive, oui, elle a perdu des morceaux, mais elle va quand même être compétente cette année. Sûr, quand tu as un gars comme Nick Bosa, ça aide énormément. Euh, mais clairement pas assez pour compétitionner avec les Rams. Puis je pense que les 49ers, on va plus être autour du 8, 9, peut-être 10 victoires, mais on va se battre avec les Cards, puis on va se battre avec les Cards pour moi pour le deuxième rang de cette Ouais. division-là. Sinon, du côté des Seahawks, il y a quand même plusieurs changements de QB. DK Metcalf fait partie, donc qu'est-ce que vous pensez de cette équipe-là? De ce que j'ai compris, toi, Ali, t'es voix dernier, mais il était quand même pas si pire la saison dernière. Donc, est-ce que vous pensez que ça va être une division que quand même toutes les équipes vont faire 6-7 victoires ou les Seahawks, vraiment, vous les voyez bon dernier? Moi, je vais terminer bon dernier parce que la drop, pour moi, de Geno Smith à Sam Darnold, elle est beaucoup plus élevée que ce que certains pourraient croire. Sam Darnold, ça fait 6-7 ans qu'il est dans la NFL, on le connaît. Oui, il y a eu des bons moments avec les Vikings l'an passé, mais il s'est complètement écrasé en fin de saison. On a revu le bon vieux Sam. Les Seahawks ont quelques bons morceaux, mais tu n'as pas nécessairement assez de dynamisme en attaque. Pour moi, la défensive aussi, elle est bonne. Elle n'est pas élite non plus. Ce ne sera pas une équipe qui va gagner 3 matchs, mais on risque plus de terminer autour du 7 matchs que de l'an passé où on a quand même été proche de faire les séries. Ouais, j'y vais un peu dans le même sens. C'est plate de placer les Seahawks aussi bas dans leur division, mais il y a tellement de points d'interrogation. Tout part d'un gars comme Sam Darnold à qui t'as donné des gros sous, à qui tu penses qu'il va faut t'amener à un prochain niveau. Puis pour moi, je vois absolument pas dans le cas de Darnold. T'es allé chercher un gars comme Cooper Cup,
Kenneth Walker, écoute, ça peut paraître des bonnes additions sur papier, mais ça reste de voir comment ils vont s'intégrer au schéma offensif. Ça reste de voir s'ils restent en santé aussi. Il y a une raison pourquoi ces gars-là sont pas restés où ils étaient bel et bien en place. C'est des questions de santé, c'est des questions de production. Ça reste à voir. Ça peut bien fonctionner pour les Seahawks, mais pour moi, ça va être extrêmement difficile avec des équipes qui s'améliorent du côté des Cards, là, avec un Marvin Harrison qui va être à sa deuxième saison. A eu des belles connexions avec son corps arrière. Écoute, moi, les Seahawks, c'est le dernier pour moi. Donc, si vous avez à faire le classement de cette division-là, vous avez les Rams premier, Seahawks dernier, puis si je ne me trompe pas, 49ers, après ça, Cards troisième. Je mettrai les Cards Ouais, deuxième. mais je crois que les Ah, Cards vont vraiment pocher les. Ouais, peut-être même deuxième les Cards parce que, écoute, c'est quand même une bonne jeune équipe, des bons morceaux. Marvin Harrison, il va être meilleur cette année, c'est sûr. Trey McBride est peut-être rendu le meilleur tight end de la NFL. Je serais pas surpris que ce soit une équipe qui rentre en série, là. Jonathan Gannon, c'est un bon coach défensif. Les Cards, ça va dépendre de Kyler. Si Kyler, ça, je sais pas si c'est quand ils sortent. Il y a la fameuse stat, là, avec quand ils sortent le Call of Duty, là. Vous avez déjà entendu Ouais, parler de cette ouais, ouais, stat-là? ouais. ouais. Genre la semaine où le Call of Duty sort, il n'a jamais gagné. Quelque chose de même. C'est terminé pour On Kyler. verra quand le jeu il sort, là. Mais non, c'est une équipe talentueuse du côté des Cardinals. Donc, pour terminer, si vous aviez une prédiction à faire pour qui va gagner le Super Bowl et aussi qui vous pensez qui va être le MVP et aussi une surprise, un joueur qu'on ne s'attend pas qui peut connaître une bonne saison. Hmm. Hmm. Pour le Super Bowl, je vais y aller avec les Bills pour Oh. l'histoire, parce que Josh Allen il est vraiment incroyable. Je crois qu'on est rendu l'année. En plus, c'est leur dernière année dans le vieux stade, le Ralph Wilson. Je pense qu'on est rendu là. MVP, Joe Burrow, il va devoir mettre les Bengals sur ses épaules. S'ils réussissent à faire les éliminatoires, il va gagner l'MVP. Puis c'était quoi ta dernière question, mon Tommy? Un joueur qui pourrait surprendre, un joueur qui pourrait connaître genre une grosse saison qu'on s'attend peut-être un peu moins. Tu veux un corps arrière? N'importe quelle position. N'importe quelle position, tabarote. Je vais te nommer d'abord le long snapper des 49ers de San Francisco. Non, je niaise. Non, je vais aller avec Bryce Young. Bryce Young, qui est un gars hyper talentueux. Secondaire, c'est un 5-star recruit. Il est allé à Alabama, il a gagné le championnat national. Premier choix au total dans la NFL. Il a fait face à l'adversité. Je pense que Bryce Young va connaître une grosse saison cette année. Il va montrer pourquoi les attentes ont toujours été si élevées à son endroit. Puis, il va montrer pourquoi il mérite d'être le carrière numéro un à long terme des Panthers de Canada. Moi, écoute, je vais commencer par le joueur surprise parce que ça a un rapport avec celui de Oli. Je vais avec Ted McMillan qu'on est allé chercher du côté des Panthers au repêchage. Je pense que justement, Bryson va connaître une bonne saison parce qu'il va avoir enfin l'élément offensif dont il a besoin pour élever son jeu d'un cran du côté des Panthers. Donc, moi, je pense que McMillan va s'établir très, très rapidement comme un des bons receveurs dans la NFL, à l'instar d'un Malik Neighbors la saison dernière ou même un Marvin Harrison, même si ça a été assez coup-ci, coup-ça à certains moments. Écoute, au niveau de l'équipe, je vais du côté des Ravens, je pense, malheureusement, même si c'est une formation que je ne chéris pas beaucoup. Mais je pense que Lamar Jackson est rendu là. C'est quasiment ça dans la NFL. On veut que les histoires fonctionnent. Puis oui, du côté des Bills, ça pourrait fonctionner. Mais j'aime mieux l'alignement du côté des Ravens pour se rendre jusqu'à la fin au niveau de la NFL, au niveau des séries éliminatoires. Puis ben MVP, je n'ai pas le choix d'y aller avec Joe Burrow aussi, avec le chandail que j'ai sur le dos. Si on veut faire les séries, il va falloir que ça soit une performance de la sorte là, du côté de Joe Burrow. Fait que j'y vais aussi pour MVP. Donc, en gros, selon vous, ça va jouer dans le match qu'il va y avoir entre les Ravens et les Bills, que souvent chaque année. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Et comme Non. si j'ai compris, entre vous deux, avec vous deux, c'est que les Panthers pourraient surprendre plusieurs équipes, là. Vous avez un carrière et un receveur qui pourraient être les surprises. Donc, il faudrait faire attention aux Panthers aussi. Ben moi, c'est pas nécessairement de surprendre à un point de devenir bon, mais c'est de passer à médiocre à passable. Tu sais. C'est ça. C'est malheureux de dire ça, mais c'est Qui ça. est Il y pas a des belles facile, hein? histoires quand même là-dedans, ce qui est extrêmement difficile. Oli le dit bien dans la NFL. Mais je pense qu'enfin, on va pouvoir montrer des belles choses du côté des Panthers qu'on n'a pas eu dans les dernières saisons. Donc, moi, c'est plus dans cette optique-là. Ben, merci beaucoup, les deux, d'être venus. J'ai vraiment hâte que la saison de football commence. Ça commence justement cette semaine et ça va être le fun à regarder. Merci beaucoup d'être venu sur l'Instant Sportif. Big time, Merci PO. à toi, Tommy. Tu as été un autre formidable. Merci à toi aussi, Thierry. Merci C'est Thierry. bien.
Donc, c'est tout ce qui complète ce nouvel épisode de l'Instant sportif un petit peu spécial. J'espère que vous l'avez apprécié. On remercie encore la présence d'Olivier Paiement et de Jacob Langlois-Pelletier aujourd'hui pour nous avoir fait tout ce beau preview de la saison de la NFL. Justement, la saison va commencer cette semaine, jeudi, avec un affrontement entre les Eagles et les Cowboys. Donc, ça devrait être une victoire facile des Eagles, selon les prédictions de nos deux experts. Sinon, vendredi, on va avoir un affrontement entre les Chargers et les Chiefs. Donc, ça, c'est peut-être un petit peu serré. Mais on va faire confiance encore là. Moi, je vais faire confiance à l'attaque des Chiefs, à Pat Mahomes et à M. Swift. Sinon, ben oui, parce que c'est rare, on n'en a pas parlé, mais ils vont se marier éventuellement dans pas long. Sinon, pour ce qui est des autres matchs, Pender Jaguar, ça ne sera peut-être pas le match à écouter. Moi, je vais surveiller les Cards qui vont jouer contre les Saints, donc j'espère qu'ils vont gagner. C'est possible, très possible. À entendre les Saints, on se rappelle, ils ont dit on va en parler 12 secondes tellement qu'il n'y a rien à dire sur cette équipe-là. Également, toi, tu vas surveiller les Bengals qui vont affronter les Browns, donc c'est peut-être pas l'affrontement le plus intéressant sur papier. Mais ça peut être une bonne victoire pour bien commencer la saison. Sinon, les deux matchs qu'on va sûrement surveiller, les deux meilleurs selon moi, c'est Lyon contre Packers. Packers, qu'on le sait, ils ont eu la grosse acquisition. Les Lions, qui c'est une très bonne équipe. Et Ravens-Bills, un rematch des séries éliminatoires. Deux très bonnes équipes qui pourraient gagner leur division. Donc, une des deux équipes va commencer la saison avec une défaite. Donc, ça va être les deux matchs à surveiller comparés à des matchs, comme tu as dit, les Jaguars contre une autre équipe très poche. Donc, c'est plus ces gros matchs-là qu'on va checker. Ouais. Donc, ça en tant que tel. Sinon, on va parler du Grand Prix d'Italie qui va avoir lieu la semaine prochaine. S'il y a d'autres nouvelles mercato également, on va en parler. Je vais faire un bilan après 2 semaines. La Vuelta aussi, on va en parler rapidement. Également, on va commencer le bloc NHL. En gros, ce qu'on veut dire par là, NHL 26 pour préciser. Parce que là, hier, grâce à toi, tu m'as donné l'argent, PO, pour que je m'achète NHL 26 édition de luxe. Donc, techniquement, je pense qu'il est disponible à partir du 5, du 5 septembre, dans ce coin-là. 5 septembre, donc je vais commencer à jouer, je vais commencer à faire mon équipe hot, je vais peut-être parler un peu des changements. J'avoue que je suis pas un gars qui joue d'habitude en... là, maintenant, je joue en technique depuis NHL 24, mais avant, je jouais en hybride. Donc, tu sais, je suis pas un gars qui fait beaucoup de feintes là, en tant que tel. Là. Je fais des fois des petits toe drag release, j'essaie, mais je suis pas le gars le plus impressionnant à voir. Mais je vais essayer de build mon équipe. Je sais normalement que je vais avoir des bons packs parce que j'ai le Deluxe, donc ça peut bien m'aider à commencer mon équipe. On a vu aujourd'hui qu'il y a des nouvelles chemistry, des lignes avec les joueurs, s'ils sont du même pays, s'ils sont dans la même équipe, donc on va pouvoir tout tester ça. Ça a l'air vraiment le fun, enfin une nouveauté un peu différente. Il y a comme aussi, tu peux mettre ton joueur qui est un capitaine, des trucs comme ça, donc j'ai hâte de voir les nouveautés. Sinon, dans les nouveautés, j'ai vu qu'il y avait comme un nouveau truc offline que tu peux faire comme des séries. Ça peut aider à booster ton équipe rapidement là, parce que présentement, on est à la fin des NHL 25, mais live up, mon équipe est 94 overall, puis je me fais péter pareil. Là, c'est comme. Maintenant, tout le monde, genre littéralement, je t'allais compter PO, ma dernière game que j'ai joué, je me suis fait scorer premier shot avec les 3 joueurs qui avaient des points pour le gars de l'autre équipe. C'était un Jagger 99, un Chara 99 puis un Wright 98. Là. J'ai un joueur 99 dans toute mon équipe. Là, c'est comme. C'est rendu dol là, en tant que tel. Mais là, je vais essayer de jouer plus souvent. Sinon, on va y avoir mon bloc. Toi, PO, tu vas commencer les previews de la métropolitaine là, pour de vrai. Donc, ça va parler des Flyers, des Islanders, des Penguins et des Rangers. Puis à la fin, on va essayer de trouver un petit jeu à participer en tant que tel, un petit jeu. Ça va être à voir la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode. Puis on se revoit la semaine prochaine.